Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais jamais remercier le président secrétaire de machin, donc le cœur y est, donc c'est l'essentiel. Alors, je vais aller rapidement parce que mon intervention est beaucoup trop longue. Il faut quand même que j'explique ce que c'est que cette liste de talents. Donc, je ne le fais pas pour vendre mon livre, j'ai fait plutôt le livre pour rendre service et participer à la discussion. Alors, je vois que ça marche aussi, donc je ne sais pas comment ça se fait, mais je vais mettre ça en cliquant, allez voir. Voilà, alors, je sais qu'il y a beaucoup de confusion entre au moins trois termes qui sont gastronomie moléculaire, cuisine moléculaire et cuisine de talent. Alors, j'essaie de parler français. Quand je parle de technique, c'est la technique, c'est le faire. Quand je parle de technologie, c'est l'amélioration du faire. Quand je parle de science, c'est de la science. Et quand je parle de cuisine, c'est la cuisine, c'est-à-dire de produire des aliments. Donc la cuisine de talent n'est pas de la science, que ça soit bien clair. Alors, et la science, c'est quoi? On cherche les mécanismes, les phénomènes. Soit on lève un point du grand voile, soit on veut lire le livre de Dieu. Mais dans les deux cas, il y a des expériences et il y a des calculs. L'acte de foi du scientifique, c'est que le monde est écrit en langage mathématique. Je ne démordrai pas de cette idée-là, qui n'est pas la mienne, mais celle de nos grands anciens. Alors ensuite, une fois qu'on a dit ça, il y a une méthode. J'aimerais être réfuté sur cette image. Pour moi, cette méthode, c'est je vois un phénomène, je le quantifie, je réunis les données en lois. Ces lois correspondent à des mécanismes. Ces mécanismes font une théorie que je cherche à réfuter et non pas à démontrer. Je crois que démontrer scientifiquement est le plus bel oxymoron que je connaisse. C'est une grande faute intellectuelle, à mon sens. Mais si je me trompe, s'il vous plaît, détrompez-moi. Alors, quand on a dit ça, la gastronomie moléculaire, elle, c'est de la science. Et c'est pour ça que je suis dans un laboratoire de l'INRA. C'est pas de la cuisine. Je m'intéresse plus à la science qu'à la cuisine, même si ça nourrit moins son homme, si on peut dire. Et pour situer enfin la gastronomie moléculaire, je ne vais pas y revenir, c'est donc une toute petite partie à l'intersection de la physique, de la chimie, de la science des aliments, qui comprend d'autres sciences, par exemple la physiologie, qui comprend la toxicologie, qui comprend des choses. Moi, je ne connais rien à ces disciplines-là. Je m'intéresse à la gastronomie moléculaire, c'est donc à la physico-chimie des phénomènes qui se produisent quand on cuisine, on va dire. Donc pourquoi le soufflé gonfle, pourquoi le steak bruni? Et c'est des choses qui, il y a 20 ans, étaient complètement absentes des traités de sciences des aliments. Donc il fallait faire cette discipline-là. Ça n'a donc rien à voir avec les applications qui sont la cuisine, qu'on appelle les arts chimiques. Voilà. Alors maintenant, la cuisine n'est pas de la science. Qu'est-ce que c'est? Alors ce n'est pas de la technologie, puisque la technologie, ça consiste à améliorer ce qu'on fait. Là, j'ai mis la technique, la technologie et la science. Moi, je ne connais pas les technologies, je connais la technologie. Et la technologie a pour mission de produire de nouvelles techniques. Donc, les hautes technologies, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je parle de la technologie. Point. Et comme ça, quand j'utilise les mots ici de notre grand ami Lavoisier qui disait la science s'occupe des phénomènes, les phénomènes on les a par des pensées, les pensées on les a par des mots. Conclusion de Lavoisier, on ne pourra pas améliorer la science, on va améliorer le langage et inversement. Et il se fondait là-dessus sur Condillac. J'ai pas mis la technique plus haut que la science, ni la science plus haut que la technologie. On ne peut pas comparer des poires et des bananes. Une bonne poire, ça n'a rien à voir avec une bonne banane. Bon. Alors, la cuisine note à note n'est pas la cuisine moléculaire. La cuisine moléculaire a une vraie définition, c'est pas un sentiment qu'on y met. La définition, elle est donnée là. C'est une cuisine qui est techniquement rénovée, avec de nouveaux outils, de nouveaux ingrédients et de nouvelles méthodes. Donc, les verres frités pour filtrer, ça filtre bien. Alors, oui, il faut les nettoyer, mais ça filtre bien quand même. L'azote liquide, ça fait des sorbets qui sont délicieux. Alors, oui, il y a des questions, mais ça fait quand même des sorbets qui sont délicieux. Et quand même beaucoup plus rapidement qu'une sorbetière. Et puis, les alginates, les carragénanes, ce sont des gélifiants merveilleux qui ont d'autres propriétés que la gélatine, qui sont utilisés depuis 2000 ans en Chine, donc je ne vois pas pourquoi je m'en priverais en cuisine. Et ça, il y a 20 ans, c'était pas possible. Et la cuisine moléculaire, c'est ça, c'était de rendre possible des techniques qui sont un peu modernes. Je vous rappelle qu'une casserole sur une plaque à gaz, c'est jusqu'à 80% de l'énergie qui est fichue en l'air. Alors en hiver, ça va bien, et en été, c'est indécent, surtout quand on pense au réchauffement du climat. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu de cuisine moléculaire, je vous en montre un repas. J'ai pris au hasard, c'était à Hong Kong. Donc le chef a un siphon, vous mettez un blanc d'œuf là-dedans, en un coup de cuillère à peau, vous avez une mousse. C'est pas la peine de battre en mèche comme des imbéciles comme au Moyen-Âge. Là, il y a encore des assiettes, mais ça pourrait changer. J'espère que ça va changer. Il y avait encore des menus en papier, ça pourrait être des tablettes. Alors voilà les plats de ce menu. La momie, le nid, caviar, c'est un caviar, la viande qui se balance, j'arrose mes plantes, tous mangeaient même le pot. Et dans l'arrosoir, c'était la sauce.
le bassin au fond de la mer. En gros plan, vous voyez à quel point c'était difficile. Tout était pris séparément, donc c'est pas de la cuisine au rabais. Ensuite, celui-là, j'ai oublié le nom. Là, c'est je descends dans mon jardin et la brume disparaît. Celui-là s'appelait la viande de l'Alaska. Ensuite, il y avait, j'ai oublié le nom du plat, la noix de coco. Ensuite, il y avait bed and breakfast. Ensuite, c'était la pomme. Alors là, il y a des couches concentriques bleu, rouge, jaune, vert, qui sont. On ne peut pas faire ça sans azote liquide. Hein, donc, il faut de l'azote liquide pour le faire. Et ce n'est pas une question de couleur, c'est une question de goût éventuellement. Alors là, enfin, c'était, je me refais une beauté avant le dessert, mais ça, c'était le dessert. Et on terminait avec un arbre de barbe à papa, un gros arbre de barbe à papa. C'était le bonheur. Donc je veux bien toutes les critiques du monde, mais moi j'étais heureux, j'ai bien mangé. Mon épouse s'est arrêtée au milieu du repas, donc j'ai eu double ration pour tous les plats, sauf pour le dessert, parce qu'il est revenu. Alors maintenant, la cuisine Notanot, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, c'est la cuisine, puisque je parle de mots, et la cuisine Notanot, c'est cuisine. Avec un projet. Alors l'histoire de cette cuisine est la suivante. Mon grand-père avait des mirabelles en Lorraine, et quand on a des mirabelles, il y en a trop, donc on les distille. Et quand on les distille, ils mettaient une baguette de chêne, pardon, de noisetier passée à la flamme, écorcée passée à la flamme. Pourquoi? Parce qu'ils mettaient le tonneau à l'intérieur, ils le mettent à l'extérieur. Pourquoi mettre un tonneau en bois? Réponse, parce que le bois contient des lignines, et les lignines, avec l'éthanol de l'eau de vie, comme l'a montré notre collègue Boutounet à l'INRA Pêche Rouge, si je ne me trompe pas, ça fait ces composés qui sont très odorants. Et la vanilline est le premier. Ça fait donc 30 ans que je mets de la vanilline dans tous mes whiskies, tous mes rhums, tous mes cognacs, tous mes armagnacs. Mais une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, on y vient vite, parce que le paréthylphénol, qui a des petits cristaux noirs qui valent 3 francs 6 sous, vous en mettez un petit cristal gros comme ça dans un litre d'eau de vie, vous prenez une goutte, vous mettez dans un litre d'eau de vie, et vous prenez une goutte que vous mettez dans un alcool, et vous transformez un whisky en un whisky tourbé. J'ai pas assez d'argent pour m'acheter des whisky tourbés avec la somme d'agent de l'État, donc je mets des paréthylphénol dans mes whisky. Évidemment, le dosage est difficile, et mes amis parfois ont rigolé de mes surdosages. Mais une fois qu'on a compris ça, on se dit oui. On se dit, et ça a été publié en 1994, dans la conclusion de cet article, je rêve du temps où la cuisine fera usage de composés pour faire la cuisine, pas seulement comme un ajout. Et alors, l'objectif, c'est de cuisiner. Comment ça se fait qu'on cuisine des viandes depuis des millions d'années et qu'on se bourre de bazopyrène cancérogène? Comment ça se fait qu'on mange encore des fruits et des légumes? C'est peut-être pas raisonnable. En tout cas, il est légitime de poser la question. Pourquoi continuons-nous à manger comme il y a des millions d'années? Alors, moi ce que je sais au labo, c'est que tous les ingrédients alimentaires, carottes, navets, sont des mélanges de composés. En gros, de l'eau, des protéines, des lipides, enfin des triglycérides, des phospholipides, des monosaccharides, des oligosaccharides. Donc, en fait, je me dis, puisque la cuisine, c'est d'assembler ces composés, et qu'en plus, les cuisiniers, quand le mélange carottes ne convient pas, qu'est-ce qu'il fait? Du sucre. Là, il a un accord de notes, c'est-à-dire un ensemble de notes, comme la musique, plus une note. Ça devient évident de dire qu'il faut cuisiner note à note, c'est-à-dire composé par composé. Alors voilà la cuisine note à note, on prend des composés, et on n'a plus de fruits, de légumes, de viande et de poissons, et on fait des plats. Alors, je n'ai pas dit que ces composés ne venaient pas des fruits, des légumes, des viandes et des poissons. J'ai dit simplement qu'on prend des composés, et que de toute façon, quel que soit l'intérêt sociétal de cette technique nouvelle, ça a un intérêt artistique indéniable. Alors, c'est pour ça que je suis très heureux que Jean-Pierre Pelletier, donc, qui est vice-président des Tables Blanches Internationales, ait accepté de venir témoigner, parce que lui, il a fait cette technique, et du point de vue artistique, je crois que c'est ça qu'il peut nous dire. Il y a beaucoup plus de possibilités qu'on peut... Il faut construire les formes, les consistances. Alors évidemment, tout le monde va dire, oui, mais c'est compliqué. C'est la même remarque qu'on a fait à la musique de synthèse dans les années 50. Aujourd'hui, il y a des synthétiseurs sur toutes les ondes. Quels composés? L'eau, évidemment, mais puis tous ceux que je vous ai évoqués. Et puis il y en a qui sont spécialement bien. L'acide tartrique, une petite tartrière sur la table, on ne sait pas assez acide, le plan dormait. Les polyphénols, sont-ils bons pour la santé? Voilà les questions qu'on peut poser. Ah, l'éthanol a sauté. Oui, c'est parce que c'est un poison. Les dianhydrides de fructose, c'est dans le caramel. Là, les réactions de Maillard ont sauté aussi, mais on a le droit de cuire quand même. C'est pas fait exprès, c'est simplement parce que c'était le... Je ne sais pas pourquoi, c'était sur l'écran, mais c'est plus là. Alors, la cuisine Notanot est déjà là. Donc voilà le premier plat servi dans un restaurant par Pierre Gagnère. Et puis depuis, on n'a pas arrêté. C'est-à-dire qu'on a fait des menus de cuisine Notanot. Alors parfois, c'était hybride. Vous voyez, il y a un morceau de champignon qui traîne.
Parfois, il y a encore un peu d'asperges. Ah, tiens, là, le plus dangereux de ce plat-là, c'est le basilic, qui contient de l'estragol. Et Dominique Parent-Massin est sans doute ici, qui connaît bien la toxicité de ce genre de composé. Là, il restait une framboise remplie. Là, il y avait rien, c'était bien, là non plus, là ça allait. Là, on a des chefs étoilés qui jouent à ça. Pour le lancement de l'année de la chimie, on a fait un menu où il y a eu prix Nobel, ministre qui mangeait ça. Il faut leur donner des noms. Alors là, celui-là s'appelait surinidé d'huître. Celui-là s'appelait la sauce volaire. Alors, à droite, c'est une vraie viande, le truc infect. À gauche, c'est un plat d'ananas. Le cylindre orange n'est pas une carotte, c'est un cylindre orange. Là, il y a des fruits. Et puis, on a continué, donc je vous passe le détail parce que je sais que c'est juste une introduction, pas trop long. Ce dessert est très compliqué à faire. À l'intérieur, il y a 5 couches de consistance différentes. Donc, ce n'est pas forcément une rabais, ce n'est pas le fantasme qu'on peut avoir. C'est de la vraie cuisine qui demande du vrai temps, du vrai soin, qui demande de l'amour, c'est-à-dire l'amour du convive. On cuisine pour quelqu'un. Hein. Et puis, alors, les Toques Blanches qui ont fait l'amitié pour le Téléthon de faire des plats notamment. Alors, voilà quelques-uns. Ça, c'est seulement la sauce. Il y avait aussi des plats classiques qui traînaient. Ça, c'est un morceau de saumon. Ça nous a mis en retard. Le dessert, voilà. Au Canada, on a fait des boissons, ça prend 5 minutes. Voilà, des très jolies œuvres qui avaient des goûts extraordinaires, qui ne ressemblent à rien. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser à faire ressembler et s'amuser à ne pas faire ressembler. Hein. Avec un synthétiseur, on peut jouer de la flûte, mais on peut jouer aussi autre chose. Et puis voilà le plus beau à ma connaissance que j'ai vu. Alors récemment, donc, Jean-Pierre Lepelletier et ses amis nous ont fait ces plats-là, donc il y avait un cocktail. Et voilà les images. Là, l'os est vrai, si on peut dire. Le reste a été composé. Ça, c'est des oranges qui flambaient, mais évidemment, ce n'était pas des oranges. Et puis, on a continué. Je vais vous les passer très très vite. Vous voyez, des jolies œuvres. Et puis, avec ça, on peut tout faire. On peut faire des choses qui ressemblent à des choses qu'on connaît, qu'on juge belles parce qu'on les aime quand on était petit. Ou bien on peut faire des choses plus modernes. Ou on peut faire des choses hyper réalistes. Ou on peut faire encore de l'art moderne, tel que moi je l'aime beaucoup celui-là. Ou se procurer les ingrédients. Alors c'est là où je vais terminer. Aujourd'hui, les ingrédients sont souvent des additifs. J'espère que cette cuisine va conduire à une modification de la réglementation des additifs et des composés odorants, parce que je veux, dans ma cuisine, du limonène bien dilué, de l'octénol bien dilué, que je puisse utiliser avec une cuillerée dans mon plat. Hein. Le fractionnement et le craquage des produits végétaux, je suis très heureux que Geneviève Maison, notre collègue de l'INRADREM, soit là, parce qu'elle a l'habitude de ces fractionnements. On fractionne déjà le blé et le lait depuis longtemps. Notre ami Jean-Louis Puech de l'INRA de Pêche Rouge fractionne le jus de raisin et fait des tas de fractions extraordinaires. La stratégie, elle est ancienne, on prend un produit compliqué, on divise en deux. Ça, c'est le fractionnement. Le craquage, il y aurait des modifications moléculaires en plus. On peut faire du fractionnement. On peut faire du craquage, on peut faire ce qu'on a envie, et ça conduit à des composés nouveaux qui ne sont plus des carottes, des oignons, mais qui sont des dérivés, comme l'est le saccharose est dérivé de la betterave à sucre. Donc en fait, du point de vue intellectuel, il n'y a pas à s'en faire. Hein. En revanche, mon idée et mon espoir, c'est que les agriculteurs s'empareront de cette cuisine pour faire ce fractionnement et ce craquage, parce que c'est leur enrichissement. C'est-à-dire que s'ils font de la valeur ajoutée, à ce moment-là, ils pourront d'abord échapper au quota, peut-être. Ensuite, ils auront, comme les producteurs de fromage ou de lait, une valeur ajoutée par rapport à leurs objets. Qu'est-ce qu'on mangera demain? Je n'en sais rien. Il y a des espèces qui disparaissent. On n'est pas capable de tout manger parce qu'on a été habitué quand on était petit, mais moi j'ai des amis qui aiment ce genre de choses. Je ne mange pas de limaces, je ne sais pas pourquoi, je suis sans doute un imbécile. Il y a une crise de l'énergie qui nous attend. Il y a une crise de l'eau. Il y a 9 milliards d'êtres humains, peut-être 10. Il y a à cuisiner pour ces gens-là, pour leur faire à manger des mets. Et il y aura de toute façon une question, c'est que la cuisine, c'est d'abord du lien social, ensuite de l'art, ensuite de la technique. Donc nous sommes une espèce sociale, nous mangeons ensemble, nous mangeons de la culture, nous mangeons du symbolisme, mais nous mangeons aussi comme des animaux. Hein. Nous avons besoin d'énergie pour vivre. Il n'y aura jamais de tablette ou de pilule nutritive. C'est un fantasme qui date au moins de Marcelin Berthelot, et c'est idiot de propager ce fantasme. C'est pas vrai. Avec les molécules les plus énergétiques, il faudrait 300 grammes de graisse, on ne s'ira pas. Où est-ce qu'on ira? On ira où on voudra. Mais crise de l'énergie, nous devrions cuire au lave-vaisselle pendant que nous faisons la vaisselle depuis longtemps. Parce que l'énergie, c'est zéro. Pourquoi continuons à manger des poules rôties? Il est essentiel de se poser la question. C'est pas raisonnable de continuer à manger comme des bêtes au lieu de se demander pourquoi on mange des bêtes. J'ai pas dit que j'étais contre le poulet rôti, surtout que la dinde apparaît.
Pourquoi est-ce qu'on a des casseroles, alors qu'elles sont sans doute périmées techniquement? Pourquoi est-ce que j'ai vu la France entière manger des barbecues cet été et se bourrer de benzopyrène cancérogène? Pourquoi est-ce que l'estragol ne pose aucun problème quand il est dans l'estragon, on est dans le basilic, mais il peut être plus ennuyeux? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas savoir que le chocolat c'est du gras et du sucre, surtout en période de fête? Est-ce qu'on veut changer? La réponse est non. Donc j'ai une stratégie. Je le mets à l'école, comme ça la prochaine génération c'est réglé. Et pour les plus anciens, entre 20 et 100 ans qui ne vont plus à l'école, et bien, la stratégie est celle de Parmentier. Et elle a marché une fois pour la cuisine moléculaire, on donne la nouvelle cuisine aux rois. Alors là, on est à l'école, mais voilà les rois mangent dans des restaurants très chers. Si un roi mange des pommes de terre, le peuple mange des pommes de terre. Et je ferai jusqu'à mon dernier souffle la promotion de cette cuisine, que je crois très importante du point de vue sociétal, social aussi, enfin, que je crois très importante de tous les points de vue. Je termine en disant, voilà quand même l'objectif. Se réconcilier autour de la table. J'ai trouvé une formule il y a peu. Le plus grand scandale alimentaire du XXIe siècle, ce sont les marchands de peur. Et nous devons contribuer avec notre académie à réconcilier le public avec son alimentation. Je suis très heureux de vous dire que grâce à notre collègue Pascal Ebel, nous aurons un colloque avec le ministre de l'Agriculture et celui de l'Alimentaire le 21 mars, sauf erreur, organisé par l'Académie de l'Agriculture. Je vous remercie. Si vous avez des critiques à me faire, n'hésitez pas, mon mail est là, je vous remercie. Et je remercie surtout nos intervenants qui ont accepté de venir parfois de loin pour discuter ces questions. Je pense qu'il y a beaucoup de questions à discuter. Je ne dis pas que cette cuisine doit venir demain comme ça, plop, vous la prenez, ça prend, vous la laissez. Non, il y a à discuter beaucoup d'abord. Et merci donc à Fabrice Pierre, d'abord les dames, Geneviève Guézan-Guillou, qui vient de Rennes, Fabrice Pierre qui vient de Toulouse, Jean-Pierre Lepelletier, j'ai déjà évoqué, et Pierre Compris, oui, Pierre, lui vient de moins loin, mais on l'aime autant, Geneviève. Donc merci. Bien. Merci de cette exposé qui ne manque pas de conviction. Et donc, je vais appeler maintenant le chef de l'hôtel Renaissance à Paris, Jean-Pierre Lepelletier, qui témoigne sur cette cuisine note à note, comment il intègre ces nouveaux produits, comment c'est reçu par sa clientèle. Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, bonjour. La cuisine, les cuisiniers plutôt, c'est des gens assez joueurs, je pense, assez curieux, gourmands évidemment, mais ce sont aussi des gens assez traditionnels, assez attachés à leurs habitudes et leurs traditions. Alors comment ça s'articule? Attachés à nos traditions, au bout d'un moment, on veut faire autre chose. Et il y a des gens comme Hermétis qui nous titillent, qui nous sortent des petites choses nouvelles. Et très vite, on a envie de jouer avec. Moi, c'est ce qui m'a amené à travailler sur tous ces produits. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça apporte une autre façon de voir les choses. Je suis attaché au poulet rôti, moi aussi, à la salade de tomates. Mais quand on me donne des poudres de tomates, quand on me donne des protéines, quand on me donne des alginates, quand on donne... Et alors là, on arrive à faire des choses totalement nouvelles, des choses qu'on n'envisageait pas du tout, qui sont pas plus compliquées que la cuisine traditionnelle, parce qu'en fait, faire ce que j'appelle moi une mayonnaise, mais qui n'est plus une mayonnaise, mais que je fais en montant sur des protéines à la place des jaunes d'œufs, finalement ça marche très bien, ça va aussi vite, voire plus vite, et puis après je peux faire des tas d'autres choses avec que je ne pouvais pas faire avant avec ma mayonnaise, parce que le jaune d'œuf ne peut pas cuire, etc. Donc c'est vrai que c'est tout un champ à investir, tout un champ à étudier. Il y a évidemment deux choses qui nous freinent. La première, Hervé le disait à la fin de sa conférence, c'est les produits. On a vraiment un grand besoin de produits. Moi je garde comme un trésor une petite fiole d'un produit, on en met une goutte et puis ça embaume le cassis parce que c'est la molécule du cassis, etc. Mais des produits comme ça, il nous en faudrait plein. Il nous faudrait tout le clavier pour vraiment jouer nos notes, quoi. Il y a cet aspect-là, puis après il y a un autre aspect, un aspect d'éducation, d'habitude. Il faut juste apprendre à s'en servir, mais comme n'importe quelle personne qui commence en cuisine, on l'a tous connu à la maison, et bien
La première fois qu'on va faire une sauce, on aura tendance un peu à la rater, et là ce ne sera pas plus compliqué, ça laisse même certainement moins. On y a joué 4-5 fois, puis alors au bout de 4-5 fois, on commence à avoir déjà nos petites recettes, nos bases, et ça va très très vite s'intégrer. C'est vrai qu'il faut éviter les marchands de beurre, ça c'est un peu ce que j'ai tendance à appeler, excusez-moi, mais la bêtise humaine. Les gens qui sont un peu trop conservateurs, un peu trop sur leur base, ou qui au fond d'eux-mêmes ont plutôt peur qu'on leur retire leur savoir ou que leur savoir disparaisse, au profit évidemment d'autres choses nouvelles qui arrivent. Bon ben c'est uniquement ça. C'est les critiques qu'on a aujourd'hui sur la cuisine moléculaire, eh bien c'est ces choses-là, mais c'est les mêmes critiques qu'on a vues, souvenez-vous, quand j'ai commencé la cuisine il y a 30 ans, 35 ans, mon grand-père, qui était un gastronome, m'emmenait dans les restaurants, et moi je commençais avec Joël Robuchon. Et chez Joël Robuchon, on apprenait à faire les légumes al dente, c'était nouveau, c'était révolutionnaire. Et le grand-père qui me disait mais regarde Jean-Pierre, les haricots verts, ils sont pas cuits. Mais je veux dire, les critiques de la cuisine nouvelle, il y a 20 ans, il y a 25 ans, eh bien, ce sont exactement les mêmes critiques qu'on fait aujourd'hui de la cuisine moléculaire, qui elle a 25 ans aussi. Donc voilà quoi. Et avec la cuisine moléculaire, il se passera la même chose. Mais on en a besoin. On en a besoin parce que c'est intéressant, parce que c'est des nouveaux champs à développer, mais on en a besoin aussi parce qu'on le sait, faut être conscient de ce qui se passe. On ne peut plus se permettre de jeter 50% des protéines. Quand on mange un filet de poisson, un filet de dorade, un filet de bar, eh bien on jette la moitié du poisson. C'est 50% qu'on balance. Entre la tête, les arêtes, les tripes, eh bien c'est 50%. C'est 50% de sels minéraux, de protéines, et tout ça, ben, au bout d'un moment, pourquoi on le jette? Donc si on en faisait des protéines, si on faisait ce qu'il fallait avec, eh bien on pourrait les récupérer et faire d'autres choses nouvelles en cuisine. Alors qui peuvent s'associer, on peut faire des plats totalement note à note, on s'y est amusé, on a encore besoin d'apprendre, on a encore besoin d'évoluer, on ne maîtrise pas ça totalement. Je ne fais pas ça tous les jours, quand je le fais à chaque fois je me pose la tête et je me trompe et je recommence. Mais bon, on peut faire des plats totalement avec ces produits-là. On peut aussi faire des choses un peu mixtes, mais ça c'est vraiment l'alimentation de demain, c'est clair, c'est clair. Comme à l'époque où j'avais 15 ans et je découvrais la cuisine avec l'arrivée de la cuisine nouvelle, et comme on a vu arriver la cuisine moléculaire, et aujourd'hui c'est la cuisine méthanote. Et c'est vraiment ça, et on en a besoin. Et on a besoin des produits. Merci. Merci et surtout d'inventer de nouveaux plats. Alors on va poursuivre dans ce itinéraire culinaire et gastronomique en demandant à Pierre Conry, directeur de recherche à l'INRA, de nous parler un peu des grands enjeux de l'alimentation, dans quel domaine cette cuisine pourrait apporter des solutions innovantes. On a vu que notre chef nous a déjà indiqué qu'il ne fallait pas gâcher la nourriture. Donc peut-être qu'il va avancer dans ce domaine en nous présentant un certain nombre d'analyses et de considérations. Monsieur le Président, bonjour à toutes et à tous. Bien sûr, comme vous tous, j'imagine, je trouve cette idée de cuisine méthanote absolument fascinante. Et surtout, ce qu'Arnaud m'a demandé de faire, et les questions que je me pose, moi, en tant qu'économiste, c'est de savoir si le potentiel que cette cuisine recèle peut nous aider à régler un certain nombre de défis, de problèmes auxquels nous sommes confrontés maintenant et qui résultent des tendances de l'évolution de notre modèle alimentaire. Alors, les défis, Hervé connaît ça, mais là, on a vraiment des choses importantes devant nous. J'ai retenu trois problèmes pour illustrer cela. Le premier, c'est les limites des ressources. Hervé en a parlé, mais je voudrais vous donner un certain nombre d'idées, de chiffres là-dessus pour que vous voyez bien à quoi nous conduisent ce qu'on appelle les transitions nutritionnelles et pourquoi on va buter rapidement sur les limites de nos ressources.
Le deuxième point, c'est les maladies non transmissibles d'origine alimentaire. Vous avez tous entendu parler de la pandémie d'obésité. Je vous donnerai là aussi quelques chiffres et quelques prévisions qui ne sont pas très gaies, mais là encore, c'est un défi intéressant. Et puis enfin, la question des inégalités sociales, sur lesquelles j'irai un peu plus vite, mais qui ne sont pas moins importantes pour la durabilité de nos systèmes alimentaires. Alors d'abord, les limites des ressources. Pour bien comprendre pourquoi on va atteindre les limites des ressources, il faut comprendre comment évolue notre modèle alimentaire. Voilà l'évolution de nos apports énergétiques en France, mais j'aurais pu prendre l'Angleterre, on a la même chose sur la longue période. Vous avez deux grandes phases sous les yeux qui montrent ce qu'on appelle justement la transition nutritionnelle. En France, à la veille de la Révolution française, vous voyez, la consommation n'était pas très élevée, c'était 1750 kcal par personne, donc on était vraiment à la limite de la survie. C'est la situation qui prévalait en Chine, par exemple, en 1960. Et puis, pendant tout le 19e siècle, on a consommé davantage de tout. Vous voyez, la courbe de calories totales qui augmente. Et puis, à partir de la fin du 19e, début du 20e, voilà, là se met en place ce qu'on appelle la transition nutritionnelle. C'est-à-dire qu'il y a un changement très important. On consomme moins des produits de base, c'est les produits les moins chers, c'est ceux qui ont permis à l'humanité de survivre et de se développer, mais on en consomme de moins en moins et on consomme de plus en plus de fruits, de légumes, de graisses, de sucre, mais surtout des produits d'origine animale, et c'est ça qui va nous poser essentiellement un problème en termes de limitation de ressources. En termes de macronutriments, des évolutions qui sont très nettes, vous voyez, c'était très stable notre système pendant tout le 19e siècle, surtout des glucides complexes, un peu de lipides, et puis 12-13% de protéines. Et la transition nutritionnelle produit partout les mêmes effets. Elle fait baisser la consommation des glucides, elle fait monter la consommation des lipides, elle garde la consommation des protéines en part en niveau constant, mais c'est des protéines qui deviennent de plus en plus des protéines animales, au détriment évidemment des protéines d'origine végétale. En France, toujours, et ce processus a atteint son terme, là, il y a une vingtaine d'années, au début des années 1990. C'est la fin de ce qu'on appelle la transition nutritionnelle. Si on regarde cette fois non pas la France, parce que finalement elle est de plus en plus petite dans le monde, mais là, tous les pays du monde qui sont sur ce graphique, chaque pays est représenté par 3 points et se situe plus ou moins loin sur ces courbes que je viens de vous montrer dans le cas de la France. En bas, c'est la ration calorique totale. Et bien vous voyez, là, c'était la situation dans les années 60. Tous les pays, dès que leur niveau de ration calorique augmente, suivent cette tendance, avec évidemment des écarts, parce qu'il y a des cultures différentes, parce qu'on ne mange pas la même chose partout, et puis les contraintes ne sont pas les mêmes partout, c'est pas la même chose quand on est dans les Loire ou quand on est en Mongolie, évidemment, mais quand même. Et puis en 20 ans, vous allez voir, tous les points se déplacent vers la droite, c'est-à-dire que tout le monde suit à peu près ce même modèle, regardez bien, voilà, tous les points ont constaté vers la droite, et même les pays qui étaient le plus en avant dans cette évolution, je pense aux États-Unis, ici, qui étaient là, à 3000 et quelques calories offertes par tête, continuent d'évoluer selon ce même modèle. Alors je vais aller peut-être passer un peu vite là-dessus, mais enfin, l'idée clé qu'il faut retenir, qui n'est pas pour moi une idée nutritionnelle, puisque ce n'est pas mon domaine, mais c'est l'idée économique, c'est que ce qui est derrière cette évolution, essentiellement, c'est une évolution fantastique de la productivité. C'est-à-dire qu'en fait, avec les mêmes moyens, on arrive à produire des milliers de fois plus. Et c'est vraiment des milliers de fois plus. C'est-à-dire que, je ne vais pas rentrer dans le détail, là, mais si on prend ce qu'on appelait l'équilibre de subsistance, c'est-à-dire des situations qui ont longtemps prévalu dans l'agriculture dans le monde, où essentiellement on se base sur la force physique de l'homme pour travailler, avec éventuellement l'aide de quelques animaux, grosso modo, il est difficile de mettre en œuvre ces ressources et de cultiver plus de 1 à 3 hectares au maximum, et tout compte fait, on se rend compte que tout ça produit au plus de 8800 calories, ce que ce travailleur agricole peut produire dans son année, et avec ces 8800 calories, il peut nourrir une famille de 4 personnes si elle mange 2200 calories, mais dès qu'il a un enfant de plus ou un adulte de plus à nourrir, la ration tombe à 1750 ou 1760, c'est exactement celle qui prévalait à la fin du XIXe siècle, et c'est une loi d'airain, c'est-à-dire que ce qui s'est passé pendant très longtemps, c'est que dès qu'il y avait plus à manger, la population augmentait. Malthus a bien expliqué ça, la population avait même tendance à monter plus vite que la population, la limite étant l'augmentation de la mortalité, c'est-à-dire au moment où les ressources divisées par la population atteignent ce minimum vital, c'est ça l'économie de subsistance. Depuis, évidemment, il y a eu des progrès, l'économie de subsistance c'est là, on produit à peu près 1 tonne de céréales par travailleur agricole
en un an, et aujourd'hui on est à 20 000 quintaux, donc 2000 tonnes, augmentation de la productivité dont je vous parlais tout à l'heure, multiplié par 2000. Aujourd'hui dans le monde, c'est à peu près toujours la même chose. Hein. Là on est à peu près aux 2000 tonnes à l'hectare par actif, sauf que l'actif a des moyens mécaniques à sa disposition. Et ici, on est toujours à peu près à 1 tonne par actif. Donc on a la même situation aujourd'hui au niveau mondial que celle qu'on a vue évoluer en France au cours des 2 derniers siècles. Si on regarde ça du côté du consommateur, on voit l'évolution du prix des aliments. Si on prend toujours le prix du blé, si on estime qu'il faut à peu près 1 kg de blé par jour pour se nourrir, quand on a besoin d'énergie, ce prix a longtemps tourné autour de 2 heures de travail par personne. Par jour, c'est-à-dire pour avoir 1 kg de blé, il fallait donner 2 heures de son travail quand on était payé au salaire minimum. Même calcul que tout à l'heure, vous travaillez 2 heures pour vous nourrir, 2 heures par personne si vous avez nourrir votre famille. Si vous avez 4 personnes, il faut travailler 8 heures par jour, tous les jours, parce qu'on mange tous les jours. Aujourd'hui, si on divise le prix de la tonne de blé rendu à Rouen, de blé meunier, on rapporte ça au SMIC horaire, 9,40, ça fait 1 minute 30 de travail à peu près pour acheter la même chose qui prenait 12 heures de travail il y a 200 ans. Évidemment, le prix du blé fluctue, comme vous savez, il va augmenter sans doute de plus en plus à cause de justement de la réfaction des ressources naturelles, mais même avec ces fluctuations, vous voyez, aujourd'hui on était à 1 minute 30, en 2010 on était à 52 secondes, ça reste merveilleux vu du point de vue du manœuvre de 1750 qui devait travailler 2h30 pour obtenir le même résultat. Pourquoi ça n'a pas marché éternellement cette affaire-là? Et bien simplement à cause de ça, à cause des calories minimales. Ce modèle, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la même chose, mais traduit calories minimales, calories végétales. On consomme de moins en moins de calories végétales, de plus en plus de calories animales. Et on n'est pas les seuls à faire ça. Nous, on est ici, la France, on est champion du monde de la consommation de calories animales. 1200 par jour, offerte, mis sur le marché. Évidemment, une grande partie de l'hospitalité, comme vous le savez, comme Hervé l'a rappelé. Mais tout le monde fait la même chose. C'est-à-dire que là, au fur et à mesure que ça c'est des évolutions entre les années 60 et les 2000, 40 ans, au fur et à mesure que l'offre alimentaire augmente, qu'il y a plus de calories, que le temps passe, toutes les flèches, vous voyez, vont dans le même sens, tout le monde consomme plus de calories d'origine animale. Là, je vous ai montré quelques exemples pour qu'on voit bien les pays, par exemple les pays du bassin méditerranéen qui vont vers les pays du nord de la Méditerranée, mais aussi le Japon, qui a une tradition plus modérée en termes de consommation de viande, et même les pays qui ont des fortes traditions végétariennes suivent la même tendance, évidemment, avec un niveau plus modéré. Si on met sur le graphique, cette fois, à nouveau tous les pays qui font ça, voilà ce que ça donne. Vous ne voyez plus rien, mais ce qui est important à retenir, c'est que ça concerne 5 milliards d'individus, et que la tendance est très claire, tout le monde va dans le même sens. Le problème, c'est que si tout le monde va effectivement tendre vers un modèle à 1000 kcal par personne par jour, de calories animales, ça ne va pas fonctionner. Les prévisions qui ont été faites à l'INRA pour 2050, quand on sera à 9 ou 10 milliards, j'espère qu'on ne sera que 9, nous disent qu'on peut produire 3000 calories végétales, 3000 calories végétales par personne. On peut même produire 3000 calories, dont 500 seraient des calories animales, mais pas plus. Or, le modèle dans lequel on est aujourd'hui, c'est 3000 calories, dont 1000 animales. Vous savez qu'il en faut 7 végétales pour faire une animale, donc en fait c'est 9000 calories initiales. Or, les prévisions, c'est qu'on pourra produire en utilisant toutes les ressources et les connaissances qu'on a aujourd'hui. Évidemment, si on fait des découvertes extraordinaires, peut-être qu'on passera. Mais c'est 9000, on pourra produire 3000, donc il y aura un problème. Le problème, vous savez très bien comment il va se résoudre, c'est que tout le monde n'aura pas accès, évidemment, au même type d'alimentation. Il faudrait donc s'en tenir à ça, et vous voyez que même déjà la Chine a dépassé cette limite. Un point plus rapide maintenant, puisqu'il nous reste 5 minutes, c'est les conséquences de ce modèle. Donc, première, on a des conséquences en termes de santé. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle maintenant donc, les maladies non transmissibles d'origine alimentaire. J'en ai choisi une qui est maintenant classée comme une maladie, et pas simplement comme un pandémie d'obésité. Quelques chiffres quand même pour préciser les choses, c'est pas très gai ça non plus. On va prendre pas le surpoids mais juste l'obésité. Voilà les États-Unis, vous voyez depuis les années 70, aux États-Unis, on est passé de 15% de prévalence à 33-35%. Et les prévisions publiées dans le très sérieux Lancet l'année
l'année dernière, nous disent quoi? Nous disent qu'aux États-Unis, on ira, j'ai pris la courbe verte, enfin, vous ne voyez peut-être pas très bien si c'est vert ou rouge, mais, parce que les traits sont très fins, mais nous dit quoi? Nous dit qu'en 2030, donc ça c'est avant l'atteinte des limites dont je parlais tout à l'heure, en 2030, aux États-Unis, on aura à peu près 50% de sa balance d'obésité chez les hommes, 45% chez les femmes, et plus près de nous en Angleterre, on sera à 40% chez les hommes et à 35% chez les femmes. Ça fait beaucoup. Pourquoi ça? Parce que tout simplement on déverse de plus en plus de calories sur le marché. Regardez, ça c'est le marché américain. Jusqu'aux années 70 à peu près, vous voyez, les calories arrivant sur le marché décroissaient. Pourquoi elles décroissaient? Simplement parce que l'activité physique diminuait, on dépensait moins. Donc si on dépense moins d'énergie, il faut consommer moins d'énergie. Ça c'est logique. Par contre, ça c'est plus du tout logique. Vous voyez qu'entre la fin des années 70 et l'heure actuelle, c'est presque 600 kilocalories de plus par personne par jour qui sont mises sur le marché aux États-Unis. Alors, qu'on mette des choses sur le marché, c'est très bien, que les gens qui produisent à manger veulent gagner leur vie, c'est très bien, mais qui nous vendent autre chose que des calories, on n'en a pas besoin, il y en a beaucoup trop. Et là, peut-être qu'effectivement, il y a des solutions à trouver grâce aux propositions d'air. On a des coupables d'ailleurs sur les produits qui sont derrière ça, qui nous renvoient d'ailleurs à la composition des aliments. Vous voyez, ça c'est la courbe qui est assez parallèle d'évolution de la production de sirop de maïs à retenir en fructose, qui est justement je ne sais pas si c'est un ingrédient en tout cas, qui est beaucoup utilisé. Ça sert pour sucrer les sodas. Ça, c'est les sodas, on peut en boire tant qu'on veut, il n'y a pas d'effet de saturation, ça pose des problèmes. C'est pour ça qu'on peut ingérer beaucoup de calories sans trop s'en rendre compte, jusqu'à ce qu'on explose. Et puis surtout, c'est un agent, j'ai bien compris, dans les techniques agroalimentaires qui est très utile, parce que c'est un bon client, ça permet de donner plein de bonnes qualités aux aliments. Donc, je passe là-dessus. Ce qui m'intéresse, moi je ne suis pas technologue, je ne suis pas nutritionniste, c'est les aspects économiques. Pourquoi ça déclenche tout ça? Parce que en fait, ces produits, et ceux qui fournissent des calories en abondance, ont des prix qui baissent régulièrement, systématiquement, beaucoup plus que la moyenne des prix alimentaires, et beaucoup plus aussi que les prix des produits comme les légumes, les fruits, dont les nutritionnistes aimeraient bien qu'on consomme davantage, parce qu'il n'y a pas trop de calories à l'intérieur. Mécaniquement, ça provoque des sentiments de rassasiement et de satiété, et ça apporte des nutriments, donc c'est plutôt bon candidat, mais c'est trop cher. Alors du coup, voilà, le championnat du monde d'obésité, vous voyez, les États-Unis, on atteint les 35, mais le Mexique, juste à côté, est en train de rattraper, a dépassé déjà les États-Unis pour la consommation de soda par tête, et ça s'accélère, et puis vous voyez, là, la cohorte des pays. Alors, on a même des choses encore pires, si vous regardez les endroits où les populations sont génétiquement très très sensibles, je pense aux îles du Pacifique, chez les femmes, aux îles Samoa, au Tonga, c'est 70% de femmes qui sont gérées. Il y a l'Égypte aussi qui est un cas intéressant. Pourquoi l'Égypte est un cas intéressant? Parce que vous voyez l'évolution des calories qui sont arrivées sur le marché en Égypte, c'est cette courbe rouge. On est passé du minimum au maximum, non pas en un siècle comme en France, mais en 40 ans. Parce qu'on subventionne l'huile, le sucre et la farine. Sinon, évidemment, tout le monde est dans la rue. Effectivement, les gens sont quand même allés dans la rue pour d'autres raisons. Mais là aussi, il y a un problème de limite nationale. Regardez aussi l'évolution en Chine, c'est fascinant. On est passé en dessous du minimum vital. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les années 60, c'était l'époque du grand bond en avant, qui en fait qualifiait une énorme famine qui a duré pendant 3 ans, et des millions de personnes sont mortes. Il n'est vraiment pas de manger. Et là, en très peu de temps, on a fait à la fois tout le chemin qu'a parcouru la France au XIXe siècle, plus tout le chemin pratiquement qu'a parcouru la France au XXe siècle, la fameuse transition nutritionnelle. Donc ça va très vite, très très vite. Et alors du coup, dans ces pays, on a un autre type de problème, c'est que vous avez deux choses en même temps. À la fois encore des phénomènes de maigreur, là c'est la Chine, mais qui régressent quand le niveau social, le niveau économique augmente, et puis des phénomènes d'obésité. C'est ce qu'on appelle, vous voyez, même chose au Brésil, la maigreur diminue, l'obésité augmente. Et puis, je reviens à l'Égypte, des cas qui sont encore plus fascinants, c'est la maigreur et l'obésité, non pas dans le même pays, mais dans le même ménage. Ici, c'est la proportion en Égypte, par exemple, d'enfants en retard de croissance avec une mère obèse, ou en surpoids. Et là, c'est lié tout à fait à la dégradation du modèle alimentaire, c'est ce que pensent mes collègues de l'IRD en particulier, c'est que l'alimentation apporte surtout des calories, pour des adultes ça les fait grossir, pour des enfants c'est pas suffisant, il n'y a pas les micronutriments à l'intérieur.
Ça pose un autre type de problème, c'est ce problème des, ce qu'on appelle le double fardeau. C'est-à-dire que ces pays vont bientôt supporter un double fardeau, vont être confrontés à deux défis. Le premier défi, ça va être l'explosion des pathologies qui sont liées à l'obésité, le diabète, etc., qui sont, comme vous savez, des pathologies au long cours, ça coûte cher pendant longtemps. Et deuxièmement, ils vont aussi avoir des pathologies, toujours, qui sont liées au retard de croissance. Enfin, inégalité sociale, en 2 minutes. Les inégalités sociales, je prends le cas de la France, ça concerne surtout les produits qui sont chers. On peut trouver des calories sans problème, elles sont de plus en plus bon marché, mais consommer davantage de fruits ou de légumes, c'est difficile. Et vous voyez que les inégalités ici, chaque point représente un quart de la population française. Vous voyez les différences. Un peu plus de 20 kg de fruits et de légumes frais pour le quart le plus pauvre de la population, plus de 60 pour le quart le plus riche. Et c'est un gradient, c'est régulier. Par contre, pour les conserves, c'est beaucoup plus facile, c'est les produits transformés, c'est moins cher. Et vous voyez que ici, pour le quart le plus pauvre de la population, en fait, c'est grâce aux conserves que les gens ont accès aux fruits et légumes. Mais ce n'est pas forcément catastrophique, ça veut dire qu'il faut mettre en place des techniques qui permettent de transformer les produits, ou d'obtenir des produits qui soient moins chers, et c'est par ce mécanisme-là qu'on réduit les inégalités. Pour l'instant, les produits moins chers, c'est des produits très riches en calories. On a bien sûr réduit les inégalités d'accès à ces produits, mais en même temps, on a généré des pathologies qui vont avec, c'est un problème. Ces inégalités, je parle toujours des fruits et légumes, on ne reste pas, je n'ai pas trop le temps de vous expliquer le graphique, mais en gros, vous comprenez que c'est un indicateur d'inégalité entre les plus pauvres ici et les plus riches, et que des années 60 à la période actuelle, pour ici les légumes et pour les fruits, ces inégalités n'ont pas diminué. Donc quand les prix restent élevés, les inégalités restent ce qu'elles sont. Les inégalités qui concernent l'obésité, en fonction du revenu, restent aussi ce qu'elles sont. Vous voyez ici, la différence, c'est la dernière enquête OBEPI et l'évolution depuis la première, entre les Français les plus pauvres et les Français les plus riches. 25% d'obèses en 2012 chez les plus pauvres, 7% chez les plus riches. Personne n'est épargné, vous voyez, ça a quand même augmenté chez les plus riches, mais les 3% sont complètement différentes. Ça combine mes 2 points sur les pathologies. Merci. Dernier point, le plus important finalement, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre pour les cuisines natales? Premièrement, une contribution à la baisse sur le prélèvement du prélèvement sur les ressources naturelles. C'est-à-dire que si effectivement on arrive à utiliser chaque molécule, si on arrive à utiliser chaque composé, si on ne jette pas la moitié de produits qui ont de la valeur, on pourra nourrir plus de gens, ou autant de gens, j'espère qu'on ne sera pas plus nombreux, avec des ressources constantes. Premier point, ça c'est très important. Deuxième chose qu'on peut en attendre, c'est un meilleur contrôle de la gestion des calories, sans diminution, voire, j'espère, avec les photos que j'ai vues, maintenant j'attends avec impatience de goûter, avec une augmentation du plaisir alimentaire. Parce qu'en fait, ce que les individus cherchent, c'est pas forcément à se bourrer de calories, c'est à se faire plaisir, c'est avoir des choses qui leur donnent des compensations. La vie est difficile, donc au moins là on a tout un tas de plaisirs qui sont bon marché, justement, mais qui ont des conséquences. Donc si on peut régler ce problème grâce à la cuisine de Tanote, c'est parfait. Dernière chose, eh bien, si ça permet d'avoir une alimentation qui est de bonne qualité, qui est agréable, et qui en plus c'est pas cher, devient pas chère parce qu'elle se diffuse de plus en plus, dans ce cas-là, on aura une action favorable à la réduction des inégalités sociales. Donc, en bref, ce qu'on attend de cette cuisine de Tanote, c'est qu'elle nous aide à progresser vers une alimentation plus durable, plus équitable, acceptable socialement. L'acceptabilité, c'est évidemment un point important par rapport à cette question de la cuisine de Tanote. On peut avoir des réticences pour certains types de consommateurs. Hervé nous a cité Parmentier et sa technique pour faire accepter effectivement à la société l'innovation alimentaire. On évoquait ici à la séance du 24 octobre le capitaine Cook qui faisait manger de la choucroute à ses officiers pour que les matelots aient envie d'en manger, ce qui les a protégés du scorbut et ce qui a permis au capitaine Cook de faire des tas de grandes découvertes. Eh bien, pour conclure, je souhaite simplement bon vent à Hervé Tis et j'espère qu'il sera le capitaine Cook de la cuisine de Tanote. Merci de ce tour d'horizon très intéressant sur les systèmes alimentaires et sur les risques. Je pense que ça viendra dans la discussion, mais
il y a quand même un point fondamental qui est un peu une interrogation, c'est que la cuisine Notanot, ça suppose la cuisine. Et est-ce qu'on est dans une société où les gens vont continuer à cuisiner? Donc c'est peut-être une interrogation qu'on aura tout à l'heure. Et donc j'invite maintenant donc Geneviève Lisiou de l'INRA Rennes, qui va nous parler du fractionnement du lait, et donc qui est vraiment opérationnel, d'après ce que je peux comprendre. Peut-être qu'elle va nous expliquer si c'est généralisable à d'autres produits, et notamment les produits végétaux. Donc, voilà, vous avez la parole. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler du fractionnement du lait dans un contexte de cuisine Notanot. Alors oui, je viens d'une UMR qui s'appelle Sciences et Technologies du lait et de l'œuf, où historiquement on a une très grande expertise dans le domaine du fractionnement du lait en utilisant des opérations à membrane. Alors, mon exposé dans le cadre de la cuisine Notanot, eh bien, vous l'avez compris, pour faire de la cuisine Notanot, il faut des ingrédients. Donc des ingrédients, donc des produits purs ou des fractions enrichies avec des composés qui ont des propriétés intéressantes, des propriétés texturantes, gustatives, colorantes, etc. Et ces produits nécessitent évidemment des procédés de préparation, de production. Alors, décidément, ça va durer. Il faut porter une heure. Il faut porter une heure. Donc, ces procédés classiquement industriels, ils reposent sur des critères techniques et des critères économiques. Mais aujourd'hui, dans un l'éco-conception des produits ou des procédés. Donc l'éco-conception, c'est l'intégration de la dimension environnementale dans la conception quand on veut innover ou créer un nouveau produit ou un nouveau procédé, ou la reconception, c'est-à-dire quand on veut améliorer un produit ou un procédé existant. Alors cette introduction me semble extrêmement importante. Pourquoi? Parce que cette notion d'éco-conception, s'il y a deux choses à retenir, c'est la première, elle a une vision sur ce qu'on appelle le cycle de vie d'un produit. C'est-à-dire que quand on regarde l'impact environnemental d'un produit, on ne va pas regarder le produit seul, on va regarder tous les éléments, toute la chaîne de processus qui a amené à créer ce produit et toute la chaîne de processus qui va amener à ce produit à être éliminé. Par exemple, vous avez un produit au milieu de cette diapositive, il faut un procédé de transformation pour le réaliser et des matières premières en amont pour le créer. Ce produit ensuite, il va être distribué, utilisé, vous allez vous-même le consommer, l'utiliser, le faire chauffer dans votre casserole et l'emballage devrait être traité donc en fin de vie. Donc quand on parle de l'éco-conception d'un produit ou d'un procédé, c'est-à-dire qu'on va comptabiliser l'ensemble des impacts environnementaux de la préparation des matières premières jusqu'au produit en fin de vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur l'éco-conception, c'est que c'est une approche multicritère, c'est-à-dire qu'on va compter sur ce cycle de vie tous les flux de matière, de ressources naturelles et d'eau qui sont nécessaires pour créer ce produit et l'éliminer, et tout ce que ça va générer dans l'atmosphère en termes d'émissions d'air, d'eau et de déchets solides. Alors ce point est extrêmement important et ça m'a fait penser à des remarques des précédents intervenants, parce que cette notion d'éco-conception, elle a pour objectif premier d'identifier les points sensibles et les voies d'amélioration. C'est ce que vous voyez sur le graphique de gauche, qui montre par exemple pour un impact environnemental X, un fort impact de la transformation. Donc si vous voulez améliorer cette transformation pour diminuer l'impact environnemental, l'objectif n'est pas d'aller reporter l'impact environnemental soit en amont, c'est ce qui est sur la partie droite, c'est-à-dire sur la partie matière première, ou sur la valorisation. Il faut voir l'ensemble dans sa globalité. Donc quand on disait tout à l'heure, eh bien, faire chauffer un liquide dans une casserole, il y a un pourcentage d'énergie qui est perdu chez le consommateur, c'est un fait. Mais si on utilise un produit concentré ou sous forme de poudre que le consommateur, lui, va facilement utiliser, peut-être que cette poudre qui est produite industriellement va, elle, sur la phase de transformation, générer un impact environnemental très fort. Donc c'est une vision globale qu'il faut garder.
Alors, vous allez me dire, pourquoi travaillons-nous sur l'éco-conception des procédés? C'est vrai que quand on regarde un petit peu toute la littérature et les travaux qui ont été faits sur les analyses de cycle de vie de différents produits alimentaires, et je parle des produits simples, 1 kg de riz, 1 litre de lait, on voit classiquement que c'est les phases de production des matières premières, de la matière brute, qui génèrent le plus d'impact environnemental, et que la transformation des produits alimentaires simples représente rarement l'impact environnemental le plus grand. Alors on va se dire, pourquoi se focaliser sur la partie de transformation si ce n'est pas la partie essentielle? Bien pour ça, il y a un certain nombre de raisons. La première, c'est que tout dépend de la loupe que vous allez utiliser. Souvent, en ce moment, on prend le bilan carbone ou le réchauffement climatique, et selon le critère, l'indicateur que l'on va prendre, la vision peut être très différente. Donc j'ai pris ici un exemple dans le domaine des produits laitiers ou le rafiné. Je sais pas si ça comme ça. Voilà. Donc ici, vous avez les contributions des différentes phases du cycle de vie, donc production, transformation, emballage, etc., jusqu'à la fin de vie, d'1 kg de lait, UHT, et d'1 kg de fromage, avec 2 indicateurs, le réchauffement climatique d'une part, donc on va dire simplement les gaz à effet de serre au bilan carbone pour être plus parlant, et d'autre part, un autre indicateur qui est l'épuisement des ressources, celui qui fait plus appel à la consommation énergétique. Quand on regarde le critère réchauffement climatique, on voit très bien que l'impact le plus important est dû à la production à la ferme, c'est dû aux vaches, au problème de fermentation entérique des vaches et de la production de méthane qui génère un gaz à effet de serre important. Étant donné qu'il faut 8 litres de lait pour produire 1 kg de fromage, vous comprenez que l'impact sur le kilo de fromage est beaucoup plus important. En revanche, quand on regarde la consommation d'énergie, eh bien on voit que là, la part bleu ciel en relation avec la transformation devient non négligeable et a une position importante, ce qui montre que si on se focalise sur un impact qui est celui d'épuisement des ressources, eh bien la transformation est vraiment un point noir en termes d'impact environnemental. Deuxième raison, c'est qu'il y a une demande industrielle de plus en plus croissante face au coût de l'énergie, au coût de l'eau également, des traitements de déchets, sur la taxe sur les rejets, au nom également de l'affichage environnemental qui devrait prendre vigueur en France en 2012, et donc il y a une demande des industriels pour aider à évaluer l'impact environnemental de leurs procédés. Enfin, il y a des améliorations qui sont faciles à faire au niveau industriel, pensées simples et efficaces pour personnes privées. Et enfin, un dernier point, c'est intéressant de s'intéresser à l'éco-conception des procédés parce qu'il y a des choix qui sont faits au niveau industriel qui peuvent avoir des impacts forts sur des phases amont ou aval du processus. Donc, si on regarde cette approche d'éco-conception, c'est vraiment donc, une ligne directrice que nous, on suit à Rennes, mais c'est une priorité de l'INRA. En termes d'historique, il y a très peu de choses qui ont été faites dans le domaine agroalimentaire. On voit que les premières directives, les premières réalisations dans le domaine de l'éco-conception concernaient les véhicules, l'électronique, le bâtiment, les matériaux. Dans le domaine agroalimentaire, on s'est seulement focalisé sur l'emballage et pas le produit. Pourquoi? Alors, mon analyse me pousse à croire que c'est à cause des designers qui avaient en charge les emballages et qui, eux, dans leur formation, avaient des compétences en éco-conception, ce que les techniciens et les ingénieurs de l'agroalimentaire ne possédaient pas. Donc c'est purement un aspect culturel qui a fait qu'on s'est intéressé à ces emballages. Pourquoi aussi, il ne faut pas être de mauvaise foi, 50% des déchets aujourd'hui solides sont des déchets alimentaires. Donc il y avait vraiment aussi un intérêt réel de ce point de vue. Alors, parlons maintenant plus précisément de la filière laitière et des procédés de fractionnement et de concentration dans l'industrie laitière. Quelques points clés pour préciser les choses. L'industrie laitière française a une place majeure en Europe. C'est le deuxième pays producteur de lait avec 24 milliards de litres de lait par an, donc deuxième producteur derrière l'Allemagne, avec deux spécificités fortes. La première, c'est qu'elle est excédentaire, donc elle exporte vers des pays particuliers limitrophes, et elle est très concentrée dans la région Grand Ouest, qui, si vous la connaissez bien, produit essentiellement du beurre, de l'emmental et de la poudre de lait, des produits finalement à plutôt faible valeur ajoutée. Et face à cette position plutôt confortable de l'industrie laitière, il y a un certain nombre de menaces, à la fois du fait des pressions sur les marchés à l'échelle nationale et internationale, avec l'extension de l'Union européenne, la réforme de la PAC, la pression de la grande distribution, et puis depuis une dizaine d'années des pressions d'ordre environnemental extrêmement fortes,
comme je l'ai dit, en termes de coûts des taxes sur les rejets, sévérité sur la réglementation européenne, la difficulté de mettre des produits en décharge, en épandage. Donc un vrai besoin de la filière d'aller vers de la diversification, de l'innovation, tout en maintenant présent l'aspect de la maîtrise des coûts. Alors juste quelques rappels sur le lait. Le lait, c'est, on va dire, de la matière grasse que j'ai représentée en globules, puisque la matière grasse du lait est présentée sous forme de globules gras. Donc cette matière grasse est présente dans un lait écrémé qui est constitué essentiellement, on va dire, de protéines dans un petit lait ou un lactosérum. Les protéines majeures sont les micelles de caséine, ce sont elles qui donnent la couleur blanche du lait et qu'on va déstabiliser quand on fait du fromage. Et ces micelles de caséine sont présentes dans le petit lait, le lactosérum qui contient de l'eau, du lactose, des ions et d'autres types de protéines qu'on appelle les protéines solubles. C'est une vision extrêmement schématique. Le lait, c'est 2000 composés, chacun avec des propriétés fonctionnelles, nutritionnelles et biologiques spécifiques. Donc c'est vraiment une vision très schématique. Donc très schématiquement, c'est de l'eau, sur présentation d'un camembert, de l'eau, des minéraux, du lactose, de la matière grasse et des protéines, comme je vous l'ai dit, avec deux types de protéines, dont les micelles de caséine qui sont globulaires et qui donnent la couleur blanche du lait. Donc quand on voit un petit peu ce côté complexe et la volonté d'aller vers la diversification de l'industrie, on peut regarder ce qui s'est passé ces 40 ou 50 dernières années. Donc en fait, ce graphe représente la nature des ingrédients laitiers. Alors j'ai mis en fonction d'ingrédients à forte valeur ajoutée, mais on pourrait lire sur l'axe des X ici une échelle de temps en fonction du volume. Ce que l'on voit, c'est qu'à l'après-guerre, l'objectif premier, c'était de nourrir la population, donc les produits étaient dits des produits de commodité. Donc on avait des poudres de lait, écrémées, entiers, et des poudres de lactosérum. Dans les années 70, première rupture nette avec le développement des techniques à membrane et de fractionnement comme la chromatographie. Donc on voit des ingrédients comme le lactose, comme des concentrés de protéines de lactosérum, ou des isolats de protéines de lactosérum, c'est-à-dire avec des puretés supérieures à 90%, arriver sur le marché. Deuxième rupture, vers les années 90, où on a acquis une connaissance sur les composés du lait, leurs interactions, la façon dont s'expriment leurs propriétés, et un fort développement des technologies à membrane et de la chromatographie. Et là, on voit qu'on arrive sur des ingrédients dits de spécialité, des fractions, pour certaines à l'état quasiment pur, avec des propriétés technofonctionnelles et biologiques extrêmement intéressantes. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure des années, l'industrie laitière s'est vraiment dotée d'outils et de moyens pour fractionner le lait avec des possibilités très importantes. Alors, deux techniques fortes ont été développées au niveau laitier. La chromatographie. Donc très simplement, on se base sur une affinité d'une molécule, alors un molécule triangle sur un milieu solide, ici une résine qui est chargée. On va se mettre dans des conditions telles qu'il va y avoir une affinité entre les molécules. Donc imaginez une protéine chargée négativement avec une résine positive. Il va y avoir association et puis ensuite on va changer la phase solvant pour modifier ou atténuer la charge de la protéine qui va du coup se retrouver dans ce qu'on appelle le solvant dans les laits. Et on va pouvoir ainsi accrocher spécifiquement, puis décrocher spécifiquement une molécule. Donc c'est la chromatographie, le procédé référence, c'est le top du top, c'est le procédé utilisé pour extraire des molécules spécifiques pour le domaine de la pharmacie et dans le domaine médical, donc vraiment avec une forme native et des propriétés dynamiques. Le gros problème, c'est que ces résines en particulier nécessitent de forts volumes, génèrent des forts volumes, des charges d'effluents importantes, il faut régénérer les résines avec des solutions d'acide et de soude forte et conduisent à des coûts de revient, alors que j'ai mis élevés dans un contexte d'utilisation dans l'agroalimentaire, mais qui peuvent être tout à fait acceptables dans un domaine de cuisine méthanol, où on peut aller sur des protéines individuelles, l'alpha-lactalbumine ou la bêta-lactalbumine, aux alentours de 20 € par kilo. L'autre procédé largement utilisé, c'est les procédés de séparation à membrane, où là, l'objectif est de faire circuler le produit tangentiellement à une membrane, ou un filtre représenté en pointillé. On va appliquer les différences de pression entre le produit à filtrer, de part et d'autre de la membrane, et on va avoir une sélectivité, on va dire très simplement basée sur la taille. Les molécules plus grosses que le filtre vont être retenues, les molécules plus petites
vont être transmises au travers du milieu filtrant. Cette technique est très attractive sur le plan environnemental et économiquement fiable. Le gros problème, c'est la sélectivité. On voit qu'on va pouvoir enrichir un produit, de là à obtenir un produit pur, c'est extrêmement difficile. C'est pour cette raison qu'on l'a toujours considéré comme étant quelque part moins noble ou moins intéressante par rapport à la chromatographie, mais je vais me faire un plaisir de le démontrer dans un exemple par la suite. Alors ces opérations à membrane, parce que je pense que c'est vraiment le cœur du fractionnement des composés issus de produits alimentaires, au-delà des produits laitiers. Ces techniques à membrane, on peut les classer sur une échelle de taille qui est ici en micromètres. Cette taille peut correspondre à la fois, on va dire, à la taille des pores des membranes. On peut les diviser en 4 grands types, le sens inverse, nanofiltration, ultrafiltration, microfiltration, et également taille correspondant aux entités qu'elles seraient amenées à retenir. Par exemple, une membrane de microfiltration avec un diamètre de pore de 0,1 micron va retenir des levures, des bactéries, va laisser passer des petites protéines, des sels dissous et des molécules organiques. Donc cette opération-là, on l'utilisera pour de l'épuration bactérienne et des opérations de clarification. Alors ces techniques, elles ont vraiment reçu un succès fort dans l'industrie laitière pour 2 raisons majeures. C'est que la première, les composés du lait sont représentés ici sur une échelle un petit peu... c'est le nombre de composés en fonction d'une échelle logarithmique. Et ce qu'on voit, c'est qu'en dépit de la complexité du produit, les grandes classes de composés du lait se séparent relativement bien sur une échelle de taille. Et c'est pour ça que les membranes ont eu un succès si important. On peut avoir si on travaille sur un lait écrémé, c'est-à-dire qui ne contient pas de globules gras, on peut mettre en œuvre une membrane, en général avec un diamètre de pore de 1,4 micron, qui va retenir les micro-organismes des grosses cellules qui sont présentes naturellement dans le lait et laisser passer les micelles de caséine, les protéines sériques et les ions. Donc on va pouvoir retenir les bactéries dans le lait. C'est ce qu'on fait avec un lait qui est commercialement connu aujourd'hui sous le nom de lait marguerite ou lait microfiltré. On peut, avec une autre membrane de microfiltration avec un diamètre de pore de 0,1 micron, retenir les grosses micelles de caséine qui donnent la couleur blanche du lait et laisser passer les autres protéines sériques, les ions et le lactose. C'est utilisé aujourd'hui industriellement dans la transformation fromagère, etc., etc. Donc ces techniques à membrane, on peut les retrouver aujourd'hui au cœur des usines, et je dirais... Comme Jean-Louis Maubois disait il y a quelques années, les membranes maintenant c'est comme les échangeurs thermiques, on en trouve partout, dans toutes les usines industrielles. Donc le lait c'est un fluide complexe, mais malgré tout il s'applique extrêmement bien à ces techniques à membrane. Et à noter également que ces techniques-là ont permis de l'innovation, c'est-à-dire que la rétention des bactéries d'un lait ne peut pas être faite autrement que par des membranes. Si vous voulez maintenir un niveau bactériologique correct d'un lait, si vous n'enlevez pas les bactéries, il faut les détruire. Ça veut dire un traitement thermique, et ce traitement thermique va conduire à des modifications des autres composés. Donc vous voyez, ça crée de l'innovation. Séparation de micelles de caséine, protéines sériques, c'est la seule technique qui permet de le faire aujourd'hui. Une autre raison pour laquelle les membranes ont un grand succès dans le secteur laitier, mais c'est vrai dans le secteur alimentaire général, c'est des raisons économiques sur les aspects de concentration. Une membrane peut retenir tous les composés et ne laisser passer que l'eau, déjà une table de préconcentration. Donc on voit ici sur ce tableau les consommations énergétiques des opérations à membrane, dont l'UL3, l'ultrafiltration, nanofiltration, et son inverse. Et on voit d'ailleurs que plus les pores sont petits, plus il faut une pression forte et donc une énergie forte pour faire passer le produit. Ensuite, on a de l'évaporation sous vide et le séchage. Ce qu'on peut voir, c'est grosso modo, il faut 10 fois moins d'énergie pour enlever, on va dire, 1 point d'extrait sec de matière sèche par membrane que par évaporation sous vide, et de la même façon, entre l'évaporation et le séchage, il y a un facteur 10. C'est-à-dire que ça vous coûtera 10 fois moins cher d'enlever 1 gramme d'eau par membrane que de l'enlever par évaporation, et 100 fois moins cher que par séchage. Je peux vous dire qu'1 gramme d'extrait sec sur une usine qui consomme, on va dire, 20 000 tonnes de poudre par an, c'est tout de suite 80 000 euros. D'accord? Donc, vous voyez, ça peut aller très vite.
Donc c'est une opération qui est largement utilisée pour faire de la préconcentration. Alors, l'idée qu'on a, donc juste un exemple d'une démarche qu'on a développée dans le cadre d'un projet, était de positionner ces opérations à membrane par rapport aux opérations de chromatographie, qui sont donc des opérations de référence pour obtenir des fractions, je n'ai pas dit purifiées, mais des fractions enrichies en bêta-lactoglobulines, même si dans les deux cas, une voie chromatographique et une voie membrane, on a défini un process qui nous permet d'obtenir des fractions avec une purité en bêta-lactose supérieure à 95%. Pour ce faire, il a fallu associer à la séparation par membrane une précipitation sélective, c'est-à-dire qu'on a joué sur la physico-chimie du produit pour agréger spécifiquement l'une des protéines et donc faciliter la séparation. Donc l'idée c'était de comparer une extraction par chromatoréférence à un couplage précipitation sélective et membrane et voir l'impact environnemental des deux schémas. Donc, vous avez encore 3 minutes. Oui, mais je vais aller assez vite. L'objectif n'est pas de donner le résultat, mais plus la démarche. Mais bon. Le procédé donc, est celui-là. À partir d'un lait, donc, on traite le produit, on le traite en la matière grasse, traitement thermique refroidissement. On sépare les deux grandes familles de protéines. Ce qui nous intéresse, c'est deux petites protéines qui sont des protéines solubles, que l'on va concentrer et purifier dans une deuxième partie qui sera sur un deuxième site. L'ensemble des coproduits étant alloués directement à la transformation fromagère. Donc vous voyez que le schéma est compliqué. L'objectif c'est juste de vous montrer que c'est un vrai schéma industriel avec plein d'opérations unitaires. On va le simplifier ici en une étape de transformation, une étape de nettoyage, un volet sur l'équipement et sur le transport, puisqu'on a considéré deux sites ici entre les deux voies de séparation. Donc la démarche a été de faire ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie. D'accord ? Donc on a regardé l'ensemble du cycle de vie du procédé, de la fourniture des matières pour le produire, la production des outils jusqu'à leur utilisation et leur démantèlement. Et la démarche, donc c'est une norme ISO 14040. Donc la démarche à 1 consistait à définir l'objectif. Donc rapidement, notre objectif c'était d'évaluer l'impact environnemental pour obtenir 1700 kg de bêta-lactoglobulines à 95%, avec tout un tas d'autres hypothèses ici. La démarche a consisté pour chacune des opérations unitaires à faire un bilan de toutes les entrées et de toutes les sorties en termes de flux d'eau et d'énergie, donc un travail extrêmement conséquent. Et ensuite, d'utiliser des outils, des logiciels et des outils d'analyse de cycle de vie qui, à partir de ce qu'on appelle cet inventaire d'entrants et de sortants, nous évaluent des impacts environnementaux, donc on appelle ça des impacts de moyenne catégorie, qui sont ensuite regroupés selon les méthodes qu'on a choisies en termes de dommages, par exemple, que j'utilise pas, en termes de dommages. Donc on va parler de dommages de santé humaine, qualité de l'écosystème, changement climatique et ressources. Juste un résultat pour vous montrer que sur les différentes rubriques de notre procédé, on a pu évaluer ici les impacts environnementaux et montrer que c'était essentiellement les ressources, donc l'énergie et le changement climatique, également l'énergie qui était le plus importante. Et ici, ce qu'on voit, c'est que l'équipement joue très peu, le transport entre les deux sites joue très peu. Ce sont vraiment les phases de production et de nettoyage qui génèrent le plus d'impact environnemental. Et en particulier, on voit que le nettoyage, qui est souvent un peu négligé, représente à lui seul un tiers de l'impact environnemental. D'où des réflexions importantes sur la gestion de ces nettoyages au niveau industriel. Quand on regarde plus précisément sur la phase de transformation et qu'on décompose avec les opérations qui ont pour but de maintenir la qualité bactériologique, les traitements thermiques, de séparer les micelles des protéines du lactosérum, la purification et le séchage, on voit que c'est vraiment toujours la partie ressources et la partie séparation des micelles des protéines solubles qui sont importantes et que c'est vraiment la microfiltration qui génère le plus d'impact. Donc elle innove, c'est une opération qui permet d'innover, mais c'est elle qui génère sur le process le plus d'impact. Donc, ça nous permet de nous focaliser sur cette opération-là pour trouver de nouveaux moyens de séparer les micelles des protéines solubles, alors toujours par microfiltration, mais en particulier en travaillant à des températures plus fortes. Et puis, on peut également, de cette façon-là, comparer les scénarios
filtration et chromatographie, et donc voir que pour une même unité fonctionnelle, donc un même objectif, la chromatographie conduit à un impact environnemental plus fort que l'opération couplée avec le traitement physico-chimique. Donc en conclusion, juste quelques points, donc cette démarche nous a permis de détecter les points noirs, de voir qu'on peut travailler sur des opérations alternatives en termes de microfiltration, de travailler sur l'optimisation des nettoyages, et dans le cadre du projet, on a diminué sur le site avec lequel on était les impacts environnementaux de près de 20% en diminuant les consommations d'eau d'un tiers. Donc en conclusion, les opérations à membrane sont des outils pertinents pour le fractionnement et la préconcentration des composés laitiers et je dirais alimentaires. Les membranes ont été développées pour la première fois dans le secteur laitier dans le début des années 70 et c'est depuis que ces membranes sont rentrées dans le secteur viniviticole qu'on les utilise là, qu'on les utilise pour clarifier les jus de fruits. Donc ça a été vraiment le fer de lance ou l'étincelle qui a fait qu'on les a utilisés ensuite dans d'autres secteurs alimentaires. Leur éco-efficacité, elle doit être définie en fonction de la filière, des marchés, des produits, de la valorisation, et toujours dans un contexte bien précis. On voit ici que les membranes, dans un certain cas, généraient beaucoup d'impact environnemental, alors que dans un autre, comparé à la chromatographie, était tout à fait acceptable. Les outils d'évaluation des impacts environnementaux qui ont été utilisés, c'est l'analyse de cycle de vie. C'est un outil particulièrement intéressant parce qu'il permet d'identifier les points noirs, les zones qui génèrent le plus d'impact, mais la démarche qui est en émergence est assez itérative, c'est-à-dire qu'on a un schéma de process, on fait une évaluation, et au vu de l'évaluation, l'ingénieur se dit, c'est moi qui fais l'éco-conception, je propose un autre schéma, et on reboucle de cette façon-là. Donc on voit que ce n'est pas une vraie méthode d'optimisation, c'est une méthode d'évaluation. Ce qui me conduit à dire que ce vers quoi l'INRA veut aller aujourd'hui, c'est le développement d'outils d'aide à la décision qui soient vraiment basés sur une optimisation multi-objectif. L'objectif, ce serait, quand on fait varier un procédé, d'avoir immédiatement une vision en termes d'impact environnemental, de productivité, de qualité du produit, économiquement, et de pouvoir faire un choix raisonné avec l'ensemble des éléments. Pour ça, il y a de nombreuses questions de recherche qui sont encore à explorer, qui sont explorées aujourd'hui. Les relations entre procédé et produit, en quoi le procédé joue sur les propriétés du produit. Une poudre de bêta-lactobulbine à 95%, les deux qu'on a obtenus ici n'avaient pas les mêmes propriétés moussantes. Les 5% qui restent génèrent des propriétés fonctionnelles différentes. Donc on a besoin vraiment d'approfondir les connaissances entre le procédé et les propriétés du produit. De la même façon, en quoi les propriétés de ce produit affectent les performances du procédé. On a besoin de chercher de nouvelles voies de valorisation des taux de produits et de modéliser les performances des procédés pour arriver à ce que je vous disais, modéliser le procédé et le simuler pour qu'à chaque modification des conditions opératoires, on soit capable d'évaluer économiquement l'impact, d'étudier, de connaître les propriétés du produit que cette modification génère, d'évaluer l'impact environnemental pour que tout ça, modélisé dans une boucle d'optimisation, permette d'atteindre des solutions de compromis qui seront l'outil d'aide à la décision industrielle. Voilà, je suis désolée d'avoir été trop longue. Non, merci. Vous êtes passionné par le sujet. Vous nous avez emmené un peu plus loin que la cuisine Notana, mais c'est vrai que cette réflexion sur l'éco-conception des produits est intéressante. Ça va déboucher sur des certifications, notamment la norme dont vous avez parlé, et notamment la norme RES qui est en pleine discussion à tous les niveaux des entreprises. Merci, et donc on va passer maintenant à la dernière intervention, celle de Fabrice Pierre. On va rentrer dans la dimension toxicologique et je pense qu'il va centrer son exposé sur les aspects liés à la viande, et notamment viande bovine, qui a fait l'objet d'un certain nombre de critiques, et donc peut-être nous apporter des réflexions et des solutions. Je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à vous remercier déjà de m'avoir donné l'opportunité de présenter mes travaux devant vous, car vous allez voir, on va glisser vers un autre domaine, qui est effectivement le domaine de la toxicologie alimentaire, avec un résumé de mes travaux qui concerne l'impact de la consommation des produits à base de viande et le risque de cancer du côlon, mais la mise en place, et c'est vraiment un objectif, stratégie de prévention nutritionnelle. Donc la toxicologie alimentaire,
on s'y intéresse un petit peu. Elle remonte, et elle est connue depuis l'Antiquité gréco-romaine. En effet, on connaissait déjà l'effet toxique du plomb, du mercure, mais différents qui étaient dit comme poison présents dans l'aliment d'origine animale ou végétale. Et de ce point de vue-là, le cas du plomb et du saturnisme qui était assez répandu dans l'aristocratie romaine est intéressant parce qu'on a très longtemps pensé que ceci venait du fait que l'Empire romain avait développé les canalisations au plomb et d'une contamination en eau. Mais en fait, je pense vraiment que c'est un autre point qui est intéressant. Moi, ce qui me séduit, c'est que l'autre piste concerne le mode de préparation du vin pour cette aristocratie romaine qui goûtait peu en fait les vins acides et utilisait pour préparer un vin doux de l'acétate de plomb, en fait, qui était, à mon avis, à l'origine de ce saturnisme de l'aristocratie romaine. Et on est là, en fait, vers un premier concept avéré de toxicologie d'un aliment lié à son mode de préparation. Et cette toxicologie alimentaire, donc vous l'avez vu, elle est connue, enfin elle est identifiée depuis très longtemps. Les cas de saturnisme ont été référencés sur des squelettes d'hommes de Néandertal, mais en fait l'étude de la toxicologie alimentaire est très récente. Je ne vais pas jusqu'à dire qu'elle est contemporaine de la cuisine notanote, mais en tous les cas elle est très récente et il reste encore beaucoup de questions. C'est-à-dire comment étudier la toxicologie d'un aliment compte tenu de sa matrice complexe, comment intégrer la notion de bénéfice-risque, et comment établir la recommandation alimentaire. Donc, pour être tout à fait honnête, quand on m'a sollicité pour venir présenter mes travaux aujourd'hui, je me suis un peu demandé ce que j'allais pouvoir relier à la cuisine notanote, mais en termes de méthode, j'ai identifié assez vite qu'il y avait un point tout à fait commun entre la toxicologie alimentaire et la cuisine notanote ardemment défendue par Hervé, puisque si la cuisine notanote vise à cuisiner et à travailler avec des composés purs, je pense que dans le même sens, la toxicologie alimentaire a tout intérêt à essayer d'identifier donc, le composé pur par comparaison, en tous les cas l'agent, l'association des agents qui est impliqué dans l'effet toxique de l'aliment, puisque si on identifie l'agent appliqué, ça va nous permettre plus facilement comprendre son action, on va être là au niveau de l'identification et la caractérisation du risque, mais aussi possiblement s'y opposer par des recommandations alimentaires. On est dans l'ordre de la prévention nutritionnelle, le bénéfice-risque, et c'est pour illustrer ces deux points que je vais vous présenter mes travaux qui s'intéressent à la relation entre consommation de produits à base de viande, risque de cancer du côlon et surtout la mise en place d'une prévention nutritionnelle. Donc le cancer du côlon, c'est une pathologie qui est longue, c'est une transition de la situation saine vers la situation physiopathologique qui prend plusieurs décennies. C'est en termes de mortalité par cancer, la deuxième cause de mortalité en France. C'est clairement un cancer qui est un cancer des pays en voie des pays dits développés, des pays occidentalisés. Et on comprend à travers ces chiffres, c'est une incidence de 100 cas par jour en France et une survie à 5 ans, que c'est un enjeu majeur de santé publique. Heureusement, on sait, en particulier depuis les travaux de Denis Burkitt sur les aliments riches en fibres, que la prévention par l'alimentation est possible. Et en ce sens, le WCRF, le World Cancer Research Fund, établit régulièrement un rapport précis et exhaustif de la relation entre alimentation, activité physique et cancer. Pour cela, il se base principalement sur l'épidémiologie et classe en 4 niveaux les associations entre alimentation et cancer, en allant de non concluant jusqu'à convaincant comme étant le plus important. Et en ce qui nous intéresse cet après-midi, ce qui m'intéresse particulièrement dans mes travaux, c'est pour la consommation de viande rouge et charcuterie, le WCRF, dès 2007, a classé cette association entre surconsommation de viande rouge, charcuterie et augmentation du risque de cancer du côlon comme convaincante, c'est-à-dire le niveau le plus élevé, avec, grâce aux méta-analyses, un risque relatif, c'est-à-dire une augmentation de 16% pour 100 grammes par jour consommé. Jusque-là, le constat est scientifiquement solide, mais là où le bas blesse un petit peu, c'est que les recommandations émises par ce même WCRF sont très très fortes et un petit peu, à ce qui a été évoqué tout à l'heure, un petit peu inutilement anxiogènes, puisqu'elles sont de consommer moins de 300 grammes de viande rouge par semaine, ce qui est de l'ordre de l'acceptable, mais d'éviter toute consommation de charcuterie.
Donc on comprend que du point de vue carcinogène colorectal, on puisse établir une recommandation de cet ordre, mais elle a beaucoup de limites, sa réceptivité par le consommateur en particulier, mais aussi elle a des conséquences nutritionnelles et économiques qui ne sont pas prises en compte. Et c'est dans ce cadre que je cherche à développer, enfin que je développe en fait depuis 12 ans un programme de recherche qui vise à comprendre pourquoi les viandes rouges et les charcuteries sont promotrices du cancer du côlon afin d'établir des stratégies de prévention nutritionnelle pour pouvoir bénéficier de l'intérêt nutritionnel important que sont ces types d'aliments. Dans un premier temps, je vous l'ai dit, un petit peu en comparaison à la cuisine Nutanot, il nous faut identifier le composé ou l'association de composés qui est impliquée dans l'effet promoteur, qui explique l'effet des viandes rouges et des charcuteries sur le cancer du côlon. Et si on regarde la littérature scientifique, il y a principalement 5 hypothèses qui sont proposées pour expliquer cet effet toxique. Les protéines, les graisses, les amines hétérocycliques issus de la cuisson au barbecue par exemple, les composés nitrosés formés principalement dans l'estomac et la charge en fer héminique, c'est-à-dire le rouge, de la viande rouge ou le rose du jambon. Alors, si les hypothèses protéines et graisses ont vraiment été largement étudiées dans les années 70, 80 jusqu'à 90, maintenant elles sont considérées comme peu probable, en particulier suite à 2 études d'intervention chez l'homme qui n'ont pas montré d'association entre les régimes hyperprotéiques, hyperlipidiques et le risque de cancer du côlon. Il restait donc, en fait, 3 types de composés qui, possiblement, étaient impliqués dans l'effet promoteur des viandes rouges et des charcuteries. J'ai donc mis en place un protocole avec des modèles animaux afin de comprendre quel était l'agent ou l'association d'agents impliqués dans cette. Donc en fait, l'objectif était un petit peu d'identifier le coupable de cet effet promoteur. Donc dans un modèle animal classique, le carcinogénèse colorectal, j'ai mis en place un protocole 2x2x2 afin de confronter, sous forme de molécules purifiées, l'hypothèse hémoprotéine, l'hypothèse amine hétérocyclique apportée sous forme de PHP et de méthylQX, qui sont les amines hétérocycliques les plus formées dans un steak cuit au barbecue, et avec des nitrites et des nitrates pour favoriser la nitrosation au niveau global. Si on compte les lésions tumorales dans les côlons suite à 100 jours d'expérimentation nutritionnelle, de façon étonnante, on s'est aperçu que seul le facteur hémoglobine, la richesse en M de l'aliment, était associé à l'effet promoteur de ces régimes. En quelque sorte, on avait franchi une première étape pour identifier le composé pur, l'agent impliqué dans l'effet promoteur, avec le fait que seul le facteur M augmente significativement le nombre de lésions tumorales, et ça indépendamment des autres facteurs ajoutés dans le côlon. Ayant travaillé avec des molécules purifiées, l'objectif suivant était de valider ça dans des matrices viande. Donc on a essayé de modéliser tous les process de fabrication d'une charcuterie en jouant sur la quantité en fer, sur le niveau d'oxydation, sur la quantité en nitrite et sur le mode de cuisson. Nous avons mesuré l'impact de ces charcuteries modèles chez le rat, et nous avons, dans le même modèle de carcinogénèse colorectale, évalué l'impact de ces régimes, de ces charcuteries modèles sur le nombre de lésions tumorales dans le côlon. Et là, ce qui était tout à fait étonnant, c'est que seules les charcuteries qui étaient riches en M augmentaient significativement le nombre de lésions tumorales. Donc on confirmait l'importance du facteur M dans la promotion d'une matrice viande, mais en plus, un petit peu comme ce que j'évoquais en début de présentation avec le mode de préparation du vin et l'acétate de plomb, on avait aussi identifié que le facteur nitrite, l'ajout de nitrite dans la charcuterie était aussi tout à fait important, avec un rôle majeur de la nitrosation de l'air dans les charcuteries. Donc, nous étions là à nouveau dans un concept de toxicité d'un aliment lié à son mode de préparation. Au niveau des mécanismes d'action, sans rentrer dans les détails, nous avons développé en parallèle avec ces études in vivo de nombreuses études sur des modèles cellulaires. Classiquement, les modèles in vitro sont issus d'adénocarcinomes qui correspondent au stade terminal de la physiopathologie. J'ai plutôt choisi de travailler avec des cellules normales et précancéreuses qui correspondent donc au stade de la pathologie que l'on peut impacter avec l'alimentation. Et pour résumer sous forme d'une slide ce que nous avons pu observer, c'est que
Malheureusement, dans le côlon de chacun d'entre nous, il traîne par-ci par-là une ou deux cellules précancéreuses. Et lorsque l'on va manger une quantité importante de fer héminique, que ce soit sous forme de viande ou de charcuterie, on va faire un fort stress oxydant au niveau luminal. Et ce stress oxydant va induire une cytotoxicité spécifique des cellules normales et à l'inverse, une sélection des cellules précancéreuses. On se retrouve là donc dans un delta de mort cellulaire tout à fait explicatif de la promotion observée in vivo. Donc si on veut résumer au niveau des mécanismes que nous avons compris, que nous avons établis jusque-là, c'est que l'agent, le composé pur impliqué dans l'effet promoteur des charcuteries ou de la viande rouge chez l'homme, qu'il soit nitrosylé dans la charcuterie ou non nitrosylé, et qu'il va être à l'origine de deux réactions de catalyse, la nitrosation et la nitroperoxydation, qui va agir directement sur la promotion de la carcinogénèse colorique. Nous avions donc identifié un agent, validé cet effet au niveau des molécules purifiées et dans une matrice vivante. Nous avons ensuite voulu vérifier si ceci était tout à fait valable chez l'homme en réalisant une méta-analyse de la relation entre consommation d'aine et risque de cancer du côlon. Et à notre grand soulagement, nous avons comparé donc le dernier quintile versus le premier quintile de consommation de fer héminique. Et là aussi, nous avons observé que la consommation importante de fer héminique était associée à une augmentation de 15% de risque de cancer du côlon. Donc, notre hypothèse que nous avions générée dans un modèle animal pour identifier le mécanisme appliqué était confirmée chez nous. Mais comme je vous l'ai dit initialement, le but des projets que je mène depuis 11 ans à l'INRA sont de, une fois l'identification de l'agent impliqué, c'est d'essayer de comprendre comment nous pouvons prévenir ce risque, car l'intérêt nutritionnel des produits à base de viande est majeur, en particulier pour la source de fer héminique qu'ils sont. Et j'avais identifié dans des travaux précédents qu'en rajoutant du calcium dans le régime alimentaire des rongeurs ou de l'homme, on pouvait inhiber la lipoperoxydation et la nitrosation. Je vous rappelle que ce sont les deux étapes importantes pour expliquer l'effet promoteur de la viande rouge. Donc c'était tout à fait encourageant, c'est une stratégie que j'ai considérée pendant longtemps comme pertinente pour limiter l'effet promoteur de la viande rouge, mais l'inconvénient c'est qu'elle limite la biodisponibilité de l'aine. En fait, le calcium va chélater le fer héminique et donc limiter tout à fait l'intérêt nutritionnel de cette stratégie, puisqu'il va nous priver d'un composé important apporté par les viandes, qu'est le fer héminique. Donc j'ai essayé d'identifier dans la littérature les composés capables d'inhiber spécifiquement la nitrosation et ou la lipoperoxydation sans limiter la biodisponibilité du fer héminique. Dans ce sens, j'ai identifié donc des composés comme les composés polyphénoliques, la vitamine C, la vitamine E comme étant des agents potentiels. Et lorsque j'ai confronté ces hypothèses dans mes modèles animaux, j'ai pu observer qu'effectivement, si j'enrichis par exemple une charcuterie modèle avec un extrait de guanane ou avec du tocopherol, je suis tout à fait capable de limiter l'effet promoteur de cette charcuterie. Cet effet protecteur est associé à la diminution de facteurs de peroxydation fécaux et urinaires, une diminution d'une cytotoxicité fécale, et ce sont ces facteurs fécaux et urinaires que je vais utiliser pour valider mes observations chez l'homme. Pour cela, j'ai mis en place une intervention chez les volontaires sains, un protocole en crossover, où chaque volontaire sain va être soumis au même régime que j'avais distribué en fait à mes rongeurs. J'aurais donné une période avec une charcuterie modèle, une période avec une charcuterie modèle et du calcium dans l'aliment, une période avec une charcuterie modèle modifiée avec du tocopherol directement ajouté pendant le process de fabrication, et nous avons récolté donc les urines et les fesses à la fin de chaque période. Et là, comme chez le rongeur, nous avons vu que ces modifications sont capables d'inhiber la modulation de nos facteurs luminaux et fécaux associés à la promotion de la carcinogènèse colorectale. À titre d'illustration, je vous montre ce que j'ai observé avec la lipoperoxydation fécale. Et lors de la période témoin, qui était une période donc sans viande, la période riche en charcuterie modèle va induire, comme chez le rat, là où nous avons observé une promotion de la carcinogènèse colorectale, une augmentation
cette peroxydation donc du stress oxydant fécal. Si on rajoute du calcium ou du tocophérol dans le régime ou dans la charcuterie, c'est suffisant pour, chez l'homme, au bout de 4 jours de supplémentation, d'inhiber l'effet de la charcuterie sur la peroxydation. Donc en conclusion, par rapport au WCRF et aux recommandations donc, fortes et un peu anxiogènes d'éviction de charcuterie ou de limitation forte de consommation, c'était une première étape, c'était un préambule. Nous confirmons donc dans un modèle animal ce que l'épidémiologie avait suggéré, c'est-à-dire un risque effectivement augmenté avec une consommation importante de viande rouge et de charcuterie. Mais surtout, notre rapport, c'est que nous avons identifié le composé impliqué dans cet effet promoteur, l'M ou l'M-nitrosylé, et parce que nous avons identifié cet agent impliqué dans l'effet promoteur, nous avons pu proposer des stratégies de prévention comme enrichir le régime alimentaire en calcium, mais là, il y a le problème de biodisponibilité de l'M qui limite la portée de cette recommandation. Donc maintenant, nous proposons plutôt de limiter le risque en enrichissant dès le process de fabrication ou le régime alimentaire, par exemple en tocophérol, en polyphénol, comme l'extrait de grenade ou le curcumin. Et ces effets ont été observés des modèles animaux jusqu'au volontaire. Et donc, grâce à ce projet, grâce à l'identification de l'agent impliqué, nous pouvons proposer plusieurs alternatives à la seule limitation de la consommation. Je vous remercie de votre attention. Ce sont des projets. Pas difficile. Sur le vin lui-même, il n'y aura jamais de vin artificiel, puisque par définition, le vin, c'est la fermentation du jus du raisin. En revanche, on sait très bien mélanger de l'eau d'éthanol, un peu d'acide tartrique, des sels minéraux, tout ce qu'il faut. Et moi, je me suis amusé au laboratoire depuis que j'ai les polyphénols totaux de Syrah, de pêche rouge, de faire des breuvages, de servir mes amis en disant tiens, bois. Je ne leur dis pas que c'est du vin, sinon ça serait mentir. Mais c'est étonnant de voir à quel point ça passe bien. Bien, la question maintenant à Claude Sultana. Oui, je pense que c'est toujours pour Bétis. Comment récupérer la part des aliments perdus? Tout à l'heure, il a été cité le cas du poisson, où quand on mange un filet, on en gaspille 50% par rapport au reste de la carcasse. Comment les récupérer? Et c'est pareil un peu pour la viande, parce qu'on peut penser que s'il y avait des moyens, on pourrait supprimer le problème des farines animales, tout au moins celles obtenues à partir des déchets des animaux consommés. Oui, alors il y a deux questions. Il y a une question qui se pose, et puis il y a une question qui est derrière. Essayez de fermer cette Sans erreur, dans les semaines qui viennent, il va y avoir la projection du film Soleil vert, où en gros, on fait manger des cadavres qui ont été retransformés. Cette question va de pair avec la question de la culture de cellules bovines qui se fait par nos collègues des Pays-Bas. Il y a des gens qui savent cultiver des cellules bovines pour faire des viandes artificielles. Alors, première réponse, pourquoi vouloir faire des viandes artificielles? C'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mange, mais pourquoi de la viande? Si on oublie les collègues de la section santé animale, qui sont des gens respectables, évidemment. Alors, si on veut une viande artificielle, c'est quoi une viande artificielle? C'est des fibres musculaires, c'est des tuyaux qui contiennent de l'eau et des protéines. Ça a une espèce de consistance intéressante, parce que quand on craque, on mange de la viande, il y a une justosité, il y a des tissus collagéniques qui résistent, et tout d'un coup, ça rejette une solution d'eau et de protéines. Donc c'est comme une sorte de caviar en fibre. Donc c'est intéressant, parce que la lactosité, c'est du contraste du point de vue physiologique, il me semble. Maintenant, si tu veux des tuyaux avec de l'eau et des protéines, je te fais cuire des moules creuses, je mets de l'eau et des protéines, et j'ai une viande artificielle. Donc pourquoi vouloir aller cultiver des fibres musculaires? C'est une première question. Ensuite, alors peut-être, parce que précisément, on voudrait du fer héminique. C'est peut-être une réponse, c'est pas à moi d'en décider. Mais donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de... tout ça n'est pas très compliqué, il n'y a qu'un obstacle dans tout ça, c'est notre réticence à vouloir manger autre chose. La néophobie alimentaire, c'est quelque chose, moi je suis alsacien, pour moi le Munster c'est le meilleur aliment du monde, mais j'ai des copains chinois pour qui ça pue. Et inversement, le Durignan, quand c'est chez mon frère, etc. Alors maintenant, comment récupérer tous ces produits, ces nutriments, on va dire, c'est très intéressant de voir que le gazon qu'on tond, c'est de l'eau, c'est de la cellulose,
c'est des peptides, c'est des polysaccharides, c'est des oligosaccharides, c'est des polysaccharides, c'est des acides aminés, c'est des pigments. Moi, je me trouve idiot quand je jette mon gazon que j'ai tendu. Parce que je me dis, tiens, il y a des nutriments. Et ces nutriments, pourquoi est-ce que je ne les utiliserais pas pour les manger? Puisque dans le fond, les nutriments eux-mêmes, si je les mets pas avec des molécules qui sont poisons, ils sont consommables. Et on n'a pas répondu à la question des rats. C'est les mêmes rats que les rats céraminiques qui sont utilisés pour les expérimentations. Alors la question des modèles animaux est compliquée, hein, outre les problèmes d'éthique qu'on intègre dans nos approches. Effectivement, le rongeur n'est pas spontanément un modèle animal de carcinogénèse du tube digestif. Vous noterez que dans l'étude de Salamini, il n'y a pas de cancer dans le tube digestif. Et effectivement, les facteurs de cancer. Il n'y a pas de cancer. Enfin, il y en a, mais ils sont pas certifiés. Il n'y a pas de différence significative entre les groupes. Ça, c'est un autre problème. Effectivement, il n'y a pas d'effet des groupes testés par Salamini au niveau significatif. Ça, c'est autre chose. Dans tous les cas, sur les modèles animaux, on est obligé de passer par un institut de chimio-induction où on va induire des processus de cancérisation spécifique au niveau du cancer du côlon. Mais en parallèle à ça, c'est des modèles animaux qui sont utilisés depuis les années 80. Depuis les années 2000, il y a des modèles génétiquement, je ne vous ai pas présenté les résultats aujourd'hui, mais que j'ai aussi utilisés, qui sont mutés pour le gène APC, adénomatose polyposis coli, qui est le même gène qui est muté dans les formes humaines du cancer du côlon. Lorsqu'on utilise ces modèles génétiquement prédisposés au cancer du côlon, donc sans artifice de chimio-induction, on observe la même chose qu'avec l'autre. Bien, merci de cette réponse. Je crois qu'on va demander maintenant à Gérard Pascal de conclure cette journée, cet après-midi. Si j'ai bien compris, cuisine Notanok, c'est de la biochimio-économie. Mais peut-être que Gérard Pascal va nous démontrer ça. Je n'ai pas capté qu'il y a encore une présentation. Hervé a évoqué la première fois où il a été écrit que ce nouveau concept de cuisine Notanok pouvait être développé, et c'était en 1994. Alors moi je ne connaissais pas Hervé, j'ai fait sa connaissance au début des années 2000, et il m'a fallu pas mal de temps pour percevoir le cheminement intellectuel du physico-chimiste qui est Hervé, qui possède une immense culture, je crois que vous en avez eu déjà la démonstration à plusieurs reprises, et qui est tout à fait avide d'apprendre, et qui s'est intéressé à des domaines qui n'étaient pas les siens jusqu'alors, et en particulier à la technologie alimentaire, à la nutrition, à la toxicologie, tout ce qui était gastronomie, n'ayant déjà plus de secret pour lui. Et puis il a fait système de toutes ces données nouvelles qu'il avait acquises au cours des années 2000 en particulier, mais même avant. Et donc moi j'ai observé toute cette maturation discrètement, parce que je me demandais bien comment ça allait évoluer, comment ça allait se traduire. Et donc je me posais pas mal de questions, mais je n'osais pas les poser à l'époque, pour ne pas embarrasser Hervé et le laisser progresser dans sa réflexion. Alors j'avais les questions du nutritionniste, je crois qu'elles ont déjà été évoquées. Hervé l'a déjà évoqué en disant mais on ne peut pas se nourrir de pilules, de capsules, de gélules. Bon. Un petit calcul nous conduit effectivement à voir qu'on ne peut pas se nourrir à moins de 360 ou 400 grammes d'ingérés secs. Donc sinon c'est 360-400 grammes avec un équilibre entre des protéines, des glucides simples et complexes, et puis des lipides. Alors il faut une matrice, il faut de la charge. Donc comment on fait? Alors je voyais bien l'intérêt de ce concept, mais je ne voyais pas très bien la réalisation, mais je voyais bien l'intérêt en matière de densité nutritionnelle, puisque nous mangeons trop de calories creuses, et que donc réduire la densité nutritionnelle, c'est un objectif. Le toxicologue. Moi, j'ai jamais eu peur des produits, des composés qui sont autorisés.
que je pense que s'ils sont autorisés, c'est qu'on a quand même passé pas mal de temps à essayer d'évaluer le risque de leur consommation. Je dirais pas l'innocuité, puisque je suis incapable de démontrer l'innocuité de quoi que ce soit, mais au moins d'évaluer le risque. Par contre, l'addition de composés résultant d'extraction, de cracking, de produits naturels, issus de produits naturels, me fait un peu peur. Et dans son bouquin, Hervé a développé tout un chapitre où il montre bien tous les risques des produits naturels et toutes les substances toxiques qui sont présentes dans quasiment tous les végétaux. Et puis, j'avais aussi le questionnement du scientifique qui s'intéresse à l'alimentation, en me disant, mais comment est-ce que ça s'inscrit dans une problématique de durabilité de la production agricole et des systèmes alimentaires. Alors, je crois qu'aujourd'hui, les différents orateurs nous ont apporté des réponses à certaines de ces questions. Donc, la cuisine note-à-note, ça existe. Alors, ça existe depuis 2009. Hervé nous en a montré de nombreux exemples. Jean-Pierre Lepelletier nous a aussi expliqué tout l'intérêt que les chefs voyaient dans cette nouvelle approche. Pierre Combris nous a aussi montré que ce concept, cette réflexion, c'était pas quelque chose d'incongru quant à l'évolution souhaitable de notre système alimentaire. Il peut y avoir des réponses, on n'a pas toutes les réponses, mais il peut y avoir des aspects tout à fait intéressants de ce concept. Il pourrait aussi avoir des répercussions sur les pratiques des agriculteurs, puisqu'il existe des procédures en matière de fractionnement, peut-être pas généralisables, là il y a encore beaucoup de travail à faire, comme l'a évoqué Geneviève Zozan-18. Et puis enfin, certains inconvénients sanitaires de produits alimentaires, alors là c'est vrai qu'on sort un peu de la cuisine note-à-note pour l'instant, mais certains inconvénients de produits alimentaires auxquels nous sommes attachés, moi comme Auvergnat, je peux dire que si on touche à mon saucisson sec ou à mes salaisons en général, je montre les dents. D'ailleurs, quand je tuais mon cochon tous les hivers et que je fabriquais mon saucisson sec, j'y ajoutais déjà du BHT, un antioxydant, et puis un peu de nitrate ou de nitrite selon les périodes. Donc je savais quand même qu'il y avait peut-être des choses à faire pour améliorer la composition de ces produits. Donc ça existe. C'est une innovation qui nous pousse, qui nous conduit à nous poser une multitude de questions. Alors j'ai repris dans le premier paragraphe de cette dia du vocabulaire du livre d'Hervé. Il faut apprendre. Alors il adore apprendre. Il faut aussi réapprendre. Former. Alors former en particulier les chefs, parce que c'est vrai que cette cuisine note-à-note peut présenter des risques sanitaires et qu'il faut que les chefs soient formés. Mais ça permet d'explorer un immense continent de mets dont beaucoup sont inconnus aujourd'hui. Ça devrait permettre aussi, c'est un peu pour répondre à la question de Jean-Marie Bourg et aux observations de Jean-Marie Bourg, d'explorer davantage l'effet des composés sur l'organisme. Donc ça va nous obliger aussi à mieux connaître la composition des matières premières, végétales et animales, et de mieux explorer les interactions entre les niveaux composés constituant ces matières premières. Et on nous parle des effets cocktails beaucoup aujourd'hui en matière de contaminants de l'environnement, mais il y a aussi des effets cocktails, évidemment, en matière de nutrition. Alors, ça va susciter des émotions à partir d'un nombre considérable de possibilités. Hervé fait des calculs dans son livre de possibilités, elles sont immenses, énormes, incommensurables. Et puis, on peut espérer qu'on va connaître de nouvelles gourmandises. Alors, l'objectif pour moi, c'est sûrement pas d'essayer de reproduire ce que Hervé qualifie de notre petit monde ancien, c'est-à-dire des aliments auxquels nous sommes habitués, mais au contraire de s'ajouter à cette cuisine, à cette alimentation traditionnelle, et sûrement pas la faire disparaître. Alors, bon, il faudra vaincre des réticences, évidemment, celles des marchands de peur qui ont été évoquées. Moi, j'aurais pas osé tenir les propos iconoclastes que vient de tenir Hervé, après ce que je viens de connaître en matière d'OGM, que j'ai connu dans d'autres domaines. Mais combien je partage ce qu'il peut dire. Mais comment allons-nous faire?
vis-à-vis des tenants du naturel, puisque tout ça, le fractionnement, c'est pas naturel, ça, c'est une activité de l'homme. Le naturel, ça veut dire que l'homme n'y a pas touché. D'ailleurs, ça n'existe pas. Nous avons eu une discussion en section 8 et produit un petit texte sur la signification du naturel dans l'alimentation. Et donc Hervé évoque ceux qui voudraient faire de notre monde une sorte de mouroir sain. Vous invite à lire le passage où il évoque ça. Ceux qui plaident pour des additifs en condition qu'ils soient naturels. Vivent les additifs alimentaires, mais naturels, surtout pas de produits synthétiques, même s'ils sont identiques au naturel. Alors, enfin, il va falloir vaincre les réticences de ceux qui pensent que c'est une cuisine futile. Et là encore, je vous invite à vous reporter à l'ouvrage d'Hervé. Mais alors, il reste beaucoup de questions qui sont posées, de questions scientifiques. Et moi, c'est ce qui me mobilise dans cette affaire. Comment élaborer, j'ai repris les propos d'Hervé, mais comment élaborer les mets, notamment, qui nous permettront de vivre? Imaginons que cette cuisine soit la cuisine de tous les jours et de tout le monde. Comment est-ce qu'on va arriver à apporter à notre organisme l'ensemble des éléments dont il a besoin dans des proportions adéquates, et tout en prenant un maximum de plaisir? Alors là, il y a des questions extraordinaires pour le technologue de l'alimentation, le nutritionniste, etc. Comment avancer aussi dans les études économiques? Je m'adresse là à Pierre, qui a évoqué ça, et d'acceptabilité dans un contexte de contestation aujourd'hui, enfin on en a des exemples tous les jours, dans un contexte de contestation de toute innovation dans le domaine alimentaire. Comment faire pour faire accepter cette cuisine méthanol? Le dernier point, je le passe avant. Je ne suis pas sûr que les arguments d'autorité évoqués seront suffisants pour faire de la cuisine méthanol une cuisine pour tous. Je crois que le contexte n'est plus le même aujourd'hui qu'il y a quelques siècles. Ceci étant, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça pose à l'évidence la question de la relation entre la science et la société. Bon, nous venons d'évoquer en section 8 rapidement l'acceptabilité sociétale de l'alimentation d'aujourd'hui. Je crois qu'on est en plein au cœur du sujet, et provocateur comme il est, je crois qu'Hervé, on avait besoin d'Hervé pour poser cette question vraiment avec quelque chose, avec une véritable innovation, et pas à partir de choses qui sont relativement banales en matière d'innovation. Alors je ne pouvais pas éviter quand même d'évoquer les OGM comme les OGM. Je vous remercie de votre attention. Merci à Pierre Pascal d'avoir un peu recadré les perspectives scientifiques liées à une approche qui apparaît simple, telle qu'elle est présentée par Hervétis, et qui nous plonge quand même dans un univers de complexité qui est un peu le fond de commerce aujourd'hui de la plupart des scientifiques et je pense des politiques également. Et donc je voudrais les remercier d'avoir participé à cette réunion, tous les intervenants. Remercier Hervétis de nous décoiffer comme ça de temps en temps. Et puis je voulais vous dire que la prochaine séance après l'intermède des vacances scolaires, donc nous ne siégerons pas le 26 et le 2 janvier, et nous nous retrouvons le 9 janvier avec l'installation du nouveau bureau, avec un invité agriculteur, Michel Frug, qui est président d'INAO, qui est président d'une très grosse coopérative du Sud-Ouest également, et qui va ainsi clôturer l'année de la coopération. Et donc je voudrais aussi vous dire au nom du bureau sortant tous nos souhaits de très bonnes fêtes de fin d'année. Et donc je vous donne rendez-vous à l'année prochaine.